Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bonjour les copains. Bonjour, bienvenue dans les vraies voix. On repart pour une semaine. Ouais, c'est Voilà. notre dernière, alors restez bien à l'écoute, parce que vous allez manquer Frédéric. Après ces vacances, moi je suis déjà accro. Vous savez. Allez, parlons vrai sur Sud Radio, c'est ce qu'on va faire comme tous les jours pour être la vraie voix auditeur. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Évidemment, vous répondez, vous allez voter à nos questions sur Twitter. Et puis on est avec nos 3 vraies voix du jour. Vous avez envie de les dire, Frédéric? Nous recevons Jean-Marc Governatori. Eh oui, coprésident d'Écologie au Centre et élu écologiste niçois. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à Sud Radio. Bon, vous y prenez vos aises, vos repères. Vous êtes bien dans ces vraies voix là. Mais j'apprécie vos talents. Ah, c'est mignon ça, on adore. Et nous avons donc Madi Saidi, allez-y, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Vous êtes devenu une titulaire du poste, hein? Presque. En tout cas, j'aime bien y être. Ouais. Chez Sud Radio, vous n'êtes pas venu d'ailleurs. Et puis, alors, quelqu'un conçu sur de nombreux médias et on est content de l'avoir. Elle était nulle ma blague, je suis désolée. Oui, William Tay, vous avez raison de faire comme si j'avais rien dit. Oui. Je continuais. Bon. Voilà. Donc, William Tay, là. Voilà. Bonsoir William Tay. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Tout à fait. Eh bien, bienvenue. Merci à vous. Et vous vous rapprocherez bien du micro, mon cher William. Oui, on est bien surtout, d'accord. si on veut bien très vous entendre. Voilà, 3 vraies voix de référence, vous l'avez compris, on est bien. Voilà. Et puis 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous commentez l'actualité, vous échangez avec nos vraies voix ou avec nous. On est toujours content de vous entendre. On file le standard, c'est Zach qui vous répond. Et c'est Renaud qui nous appelle de Rodez dans l'Aveyron. Là, il y a de la ville et la région. Oui, Frédéric. Rodez. Bonjour Renaud. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir Comment Renaud. ça va Il doit faire chaud à Rodez, non? Ben écoutez, on a un ciel bleu assez sympathique, il fait ni trop chaud ni trop froid, très agréable. Bah ouais, de toute façon la région est tellement belle. Ouais. Renaud, quelle est la marque de votre voiture? Il n'y en a pas. Dans le genre de blague nulle. Excusez-moi, Frédéric Brindel. Bon, alors Renaud, vous le savez, on pose des questions sur Twitter. On a un débat, on a 2 débats. On a le grand débat et puis le coup de projecteur. Alors, on va commencer avec les questions du débat de 17h30 à laquelle vous répondez succinctement et puis on reviendra dessus, bien évidemment, avec vous après. Donc, on est en pleine vacances. Le tourisme devrait être à son apogée. Il fait très chaud. Les prix sont très chers, l'inflation, etc. Est-ce que la France reste pour vous votre premier choix pour les vacances, Renaud? Écoutez, au vu de tout ce que vous avez expliqué, forcément, oui. Et je vais même aller plus loin, pour faire assez court. Je vais rester, moi, en Occitanie. D'accord. En même temps, vous êtes dans le bon coin, on a envie de dire. Oui. Voilà. On dirait que vous êtes sur le lieu de vacances déjà. Voilà. Bon, mais certains d'aucuns vous jalouseraient. Mais ce que dit Renaud, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'on met des petits hashtags, donc on oriente un peu les réponses. Mais vous, les auditeurs de Sud Radio, vous donnez votre point de vue, consultation sur le compte Twitter. On dit toujours Twitter ou X alors? Moi, j'y arriverai pas. Le logo X. Donc Twitter Sud Radio, vous dites oui ou non. C'est parce que vous avez accepté la mise à jour, m'a dit Saïdi. Oui, c'est ça. Voilà, moi j'ai pas encore accepté. Ça a beau avoir changé de logo, ça a toujours le même nom. Voilà. Mais psychologiquement, moi j'ai pas encore accepté. Bon, voilà. Alors le coup de projecteur des vraies voix. Donc il y aura une deuxième 18h30, question. Oui. Voilà. Question qu'on vous pose aussi sur Twitter, donc sur X, chers auditeurs. Niger, on a vu ce qui se passe en Afrique, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, entre autres. Selon vous, Renaud, est-ce que la France doit se désengager de l'Afrique subsaharienne? Contrairement à ce que dit le sondage actuellement sur Twitter, moi j'aurais tendance à dire non, il ne faut pas se désengager. Pourquoi? Parce que c'est stratégique, c'est important. C'est important, mais pour plusieurs points. Autant pour nous, mais aussi pour les Nigérians. Oui, bien sûr. Parce que sinon, c'est aussi un risque, vous aviez dit, vous, de continuité du conflit Russie-Ukraine, en fait, parce que la Russie, elle prend un petit peu le dessus sur l'Afrique, c'est ça que vous pensez? Oui, via Wagner. Voilà. Ouais. Oui. Bon, tout ça est très intéressant. Après, Vous prendrez part au débat, évidemment, Renaud, tout à l'heure, au débat au pluriel, AUX et S. Voilà. Il y a un X dans AUX. Et les auditeurs de Sud Radio, évidemment, au 0826 300. Voilà, Zach vous attend, évidemment. Allez, c'est le premier tour de table des vraies voix, c'est parti. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table. De l'actualité.
Et pour commencer ce tour de table, c'est à vous, Madi Saïdi. Alors ce sera une émission vraiment très géopolitique, mais c'est bien parce que ce sont des questions centrales qui rejaillissent sur notre quotidien. Vous posez la question, que sont devenues les grandes démocraties africaines, et notamment un zoom sur la situation au Sénégal, un des derniers alliés français qui est peut-être en train de vivre le début d'une révolte populaire, Madi. Absolument, absolument. Le cas du Sénégal me touche tout particulièrement. Vous l'aurez compris, j'ai un lien avec ce pays auquel je consacre d'ailleurs une grande partie de mon ouvrage. Je fais partie de ceux qui ont toujours été très fiers justement que le Sénégal soit cité comme modèle de démocratie, modèle de bien vivre ensemble. C'est quand même un pays où il y a une belle concordance religieuse, sociale, économique. Et malheureusement, depuis quelques années, on note un recul, en tout cas des valeurs démocratiques. Tout a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. On a eu premier opposant Karim Ouad en prison, ensuite Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar. Ensuite, ça a été des journalistes. Là, on a Ousmane Sonko qui est en prison pour des motifs un peu fallacieux. Ça devient de plus en plus pire, puisqu'on a même les opposants, les étudiants, les panafricanistes. Et tout ça, je trouve que ça va dans un mauvais sens. Et on a récemment un avocat français, Juan Branco, qui est un des avocats de Ousmane Sonko, qui hier a fait une conférence de presse et il a été arrêté. Et donc je trouve que ça va de plus en plus mal. C'est d'autant plus dommage que au Sénégal, ça restait quand même un des derniers pays où la France avait encore une bonne relation diplomatique, économique. Il nous restait le Sénégal, beaucoup la de Côte Français d'Ivoire, y vont en vacances d'ailleurs. Absolument. Le Niger depuis quelques jours, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Le Sénégal, ça commence à devenir compliqué. La Côte d'Ivoire, on ne sait pas vers quoi on va. Et je trouve que c'est très dommage pour ce pays qui servait aussi d'émissaire quand il y avait des problèmes dans cette zone. Jean-Marc Governatori, est-ce que selon vous, Macky Sall au pouvoir au Sénégal, comme on écoute Maïdi en parler, est-ce que c'est la fin de la démocratie dans ce pays finalement? Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression clairement là. Il se trouve que je suis un ami de Ramayad, donc je suis particulièrement touché par ce qui se passe dans ce pays. Et effectivement, comme dans quelques pays africains, il y a une instabilité qui, semble-t-il, en veut à la démocratie. Et là, c'est un mauvais virage. Mais je pense que le sens de l'histoire, c'est forcément le pouvoir pour le peuple. Et donc, c'est malheureusement une étape difficile, mais qui sera dépassée avec le temps. Mais vers le mieux? Ah, certainement, oui. C'est certainement pas définitif. Grâce à cette culture de la démocratie aussi. Ah, c'est clair, voilà. C'est clair. On peut rien faire contre le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, c'est le pouvoir du peuple. Donc, tôt ou tard, la démocratie sera installée très durablement dans tous ces pays. William T, vous pensez que la démocratie, c'est la volonté du peuple sénégalais? Ça dépend. Il y a une difficulté, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu la chute du mur de Berlin en 89 et 91 et qu'on a eu la chute de l'URSS et des régimes communistes, on a pensé, notamment les penseurs américains, dont Francis Fukuyama, avec son livre La fin de l'histoire, qu'il y avait une sorte d'inexorabilité des peuples à arriver sur un régime démocratique. Or, ce principe s'est heurté notamment premièrement en Chine, avec la révolution Tiananmen qui a été matée par le pouvoir du Parti communiste chinois, et ces dernières années par un recul des régimes démocratiques. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le nombre de pays démocratiques en 2005, aujourd'hui vous avez moins de pays démocratiques qu'en 2005. Vous avez plus de régimes autocratiques. Et alors qu'on pensait que la démocratie libérale et le capitalisme de marché allaient l'emporter, ce n'est pas forcément le cas, notamment avec ce qu'on rencontre actuellement dans la guerre qui est symbolisée entre la Russie et l'Ukraine, ou même plus globalement de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les démocraties sont une volonté de tous les peuples à vouloir y aller. Moi, je prends plusieurs exemples qui permettent d'en douter. Lorsqu'on a eu les printemps arabes à la fin des années 2010, on pensait que les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient allaient se tourner vers ça. Or, la construction et la culture locale ne conduit pas forcément à vouloir que ces pays et ces peuples veulent la démocratie. De la volonté même du peuple. La volonté même du peuple. Dans certains pays, c'est eux qui ont choisi un régime autocratique et dictatorial parce qu'ils étaient plus à même à pouvoir répondre aux difficultés immédiates. Je pense que vous pouvez arriver à une démocratie lorsque la construction de l'État-nation est arrivée à une certaine maturité. Quand vous prenez justement peut-être le cas du Sénégal. Moi, je vais prendre plusieurs exemples. Je pense qu'on est beaucoup trop dur. Parce qu'on est tendu par le temps. Je vais être très, très, très court. Vous prenez les pays occidentaux, donc notamment les anciens régimes qui étaient en monarchie, ils ont mis quasiment 1000 ans à atteindre la démocratie.
Pourquoi est-ce qu'on est aussi dur avec les pays du Moyen-Orient et en Afrique, alors qu'ils ont une existence, on a accordé leur liberté, que de moins de plus de 100 ans, ils sont beaucoup plus jeunes, ils n'ont pas la même maturité, ils n'ont pas la même construction de l'État-nation, et je pense que pour eux, la priorité, c'est l'efficacité de l'État, la réponse de l'État, les services publics et le bien-être, plutôt que la démocratie, malheureusement. Bon, très très beau choix de tour de table, Madi Saïdi, et on l'a entendu, en plus vous nous l'avez rappelé, vous êtes très touché par la situation, par vos origines au Sénégal. Nous suivrons cela évidemment sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Bien sûr, et merci à vous d'avoir choisi Sud Radio. Dans pas longtemps, Félix Mathieu débarque avec ses 3 mots dans l'actu. Puis à 17h30, votre grand débat, on vous pose la question sur Twitter. Est-ce que la France reste votre premier choix pour les vacances malgré la canicule, l'inflation et tout le tout team? Vous n'hésitez pas évidemment à voter et puis à nous appeler si vous avez envie de réagir. 0826 300 300. Zach vous attend. À tout de suite. Bienvenue sur Sud Radio et merci de nous avoir choisis. Vous devez appeler Zach au standard au 826 300 300. Je t'ai perturbé, pardonnez-moi. C'est marrant comme les choses qu'on répète très régulièrement, un jour, s'arrêtent de fonctionner automatiquement. Oui, ça peut arrêter de fonctionner le lundi en particulier. Pour vous, auditeurs, 0826 300 300. Voilà, et puis on est toujours avec nos 3 vraies voix du jour. Jean-Marc Governatori, décidément. C'est ce qu'on appelle un festival. Saïdi et William Tay. Et puis tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu. Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Alors, est-ce que je vais fourcher? Allez, une question. 3 mots à dire. Allez, j'articule. C'est parti. Déclaration, accident et déluge. Bravo. Le fisc accorde un jour de plus aux propriétaires pour déclarer leurs biens immobiliers. C'est finalement jusqu'à demain 1er août inclus. Les serveurs étaient en surchauffe sur impôts.gouv.fr. Le père âgé d'une 30aine d'années n'a pas survécu après ce dramatique accident dans un parc d'attractions du Var. Un château fort gonflable s'est envolé. Sa fille de 4 ans se trouve toujours entre la vie et la mort. Et puis le déluge à Pékin. Au moins 2 personnes sont mortes aujourd'hui à cause des pluies torrentielles qui s'abattent sur la région de la capitale chinoise. Les vraies voix Sud Radio. Le service est momentanément indisponible. Merci de vous reconnecter ultérieurement. Les joies de la déclaration sur le site des impôts. Si Jacques Chirac était encore aux manettes, sans doute aurait-il dit ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Il faut faire chauffer l'appareil? Oui, il faut faire chauffer l'appareil. Les beaux souvenirs. Les propriétaires de biens immobiliers disposent d'un jour supplémentaire pour les déclarer jusqu'à demain, 1er août inclus. Problème de flux de connexion. Les serveurs étaient saturés, indique la Direction générale des finances publiques. Voilà, on se reconnecte, on va se reconnecter. Le délai. Ça. Oui, non, c'était Internet au début. Un modem. C'était modem Internet. La connexion Internet qui est un peu lente. Oui. C'était bien pour l'époque. Le délai pour déclarer ses biens immobiliers avait été repoussé déjà une première fois, prévu fin juin. Ça avait été repoussé d'1 mois au 31 juillet. Le ministère de l'économie déjà invoquait un flux de déclarations trop important. Alors cette obligation de déclarer les habitations est entrée en vigueur en janvier pour pouvoir identifier les résidences secondaires qui doivent toujours la taxe d'habitation, contrairement aux résidences principales qui n'en font plus l'objet. Sur le site des impôts, donc chaque propriétaire est censé indiquer, s'il arrive à se connecter, il est censé indiquer pour chacun de ses biens si c'est un bien vide, s'il l'occupe lui-même, ou alors décliner l'identité d'un éventuel locataire. Jean-Marc Governatori, vous vous souvenez d'Astérix et Obélix? Vous l'avez vu, vous savez, quand ils vont chercher le formulaire 636 là et qu'ils deviennent dingues, c'est un peu ça là, la France en ce moment, non? Effectivement, il y a pas mal de démocratie. À un moment donné, c'est une recherche de sécurité, mais à force parfois de chercher trop de sécurité, ça devient trop compliqué. Ah oui. Vous l'avez faite, la déclaration, sous-entendu, vous êtes propriétaire ou pas? C'est une double question. Voilà. Méfiez-vous, je suis dangereux. Quand j'entendais monsieur parler, j'espérais que mon expert comptable ait fait le travail. Oh oui, la grande classe. La grande classe, Madi. Ça se taper la tête un peu contre les murs des fois, non? Les services administratifs français. Toujours à se taper la tête contre les murs. Ouais. Plus c'est simple et plus il complique les choses. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est toujours, chaque année, c'est de pire en pire. Mais c'est un peu franco-français, ça? Oui, c'est très français, absolument. Moi, je dis que si par cas, il y avait un championnat du monde de la créativité, de la fiscalité et de les normes, on serait champion de très loin. On serait champion de très loin. Donc, moi, ça nous permet de remporter une catégorie avant l'Euro l'année prochaine. On est fort en handball, on est fort en football et en temps fiscal. Voilà. Bon, on continue avec vous, Félix Mathieu. Deuxième mot, ce dramatique accident dans un parc d'attractions du Var. Le père, âgé d'une 30aine d'années, est finalement mort. C'est ce qu'indique aujourd'hui le parquet de Draguignan. Hier après-midi, une attraction gonflable en forme de château fort s'est envolée à une 50aine de mètres suite à une bourrasque dans ce Wonderland Park, Water Park, c'est à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. Le pronostic vital de la petite fille de 4 ans demeure
engagé, indique aussi le parquet, en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Le père et sa fille avaient pu, dans un premier temps, retrouver une activité cardiaque avant leur élitreillage vers les hôpitaux de Marseille. Mais donc, finalement, le père a succombé en fin de journée. Hier, ce parc aquatique a ouvert en juin. Hier, le Var était en alerte rouge, feu de forêt à cause de la reprise du vent. Selon Météo France, il soufflait à environ 55 km/h dans cette partie ouest du département du Var. Enquête désormais ouverte aussi pour homicide et blessures involontaires, enquête confiée à la gendarmerie. Troisième mot, le déluge à Pékin. Avec cette alerte maximale aux inondations et aux glissements de terrain, ainsi qu'aux coulées de boue dans la région de la capitale chinoise, des artères transformées en torrents. Au moins 2 personnes sont mortes aujourd'hui à cause de ces pluies torrentielles qui s'abattent sur la région. C'est la première fois de ma vie que je vois une inondation aussi effrayante, témoigne une habitante. J'ai vécu si longtemps et pourtant je n'avais encore jamais vu ça, témoigne-t-elle, cette habitante au micro de l'agence France Presse. Jean-Marc Governatori, c'est à l'écologiste que nous nous adressons. C'est un geste, un signe fort qui est envoyé à la Chine, qui souvent est un peu réfractaire quant aux efforts à faire pour éviter le réchauffement de la planète. Ça peut être un mal pour un bien, c'est un peu particulier comme question, mais je l'assume. Mais lorsque j'ai fait la primaire présidentielle écologiste avec Yannick Jadot, Sandrine Rousseau et l'équipe là. Delphine Bateau, oui. Éric Piolle. J'avais précisé que nous avions un grand allié à Pékin qui était la mauvaise qualité de l'air, qui allait forcément contraindre à un moment donné les autorités à faire ce qu'il fallait, compte tenu que c'est le premier pollueur du monde, etc., etc. Et c'est vrai que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient partout. Et quand ils touchent la Chine comme ça, on peut espérer que ça contribue enfin à un changement de logiciel. Les Chinois, il est temps qu'il y ait une réaction, m'a dit Saïdi. Et là, est-ce que ça va faire réagir le pouvoir, par exemple? Et surtout, les très riches, parce que là, ce sont les très pauvres qui souffrent. Oui, malheureusement, c'est souvent les très pauvres qui souffrent. Mais paradoxalement, on demande souvent beaucoup d'efforts aux très pauvres. Je regarde ce qui se passe d'ailleurs en Europe. On est les premiers à dire, attention l'Afrique, si vous bougez pas, dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez payer les dégâts du réchauffement climatique. Sauf qu'en réalité, les dégâts, ce qui se produit notamment par l'industrie et autres, c'est des choses qui sont produites en Occident, donc en Europe. On fait souvent porter la responsabilité aux pauvres. Je ne sais pas si à Pékin, ça leur donnera une envie de se réveiller. Je ne suis pas sûre. Je crois même que j'en doute, parce que c'est aussi une question idéologique. Ils sont tellement ancrés dans leur manière de vivre et ils ne croient pas à ça, donc c'est compliqué. Mais effectivement, j'aimerais que ça aille dans ce sens-là. William, peut-être de manière plus globale sur la planète en général, est-ce que vous pensez vraiment que la crise climatique, ça va avec l'aggravation des conditions pour les pauvres ? Il y a plusieurs points. D'abord, c'est pas inexorable. C'est pas inexorable parce que lorsque vous prenez depuis le protocole de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé dans tous les pays occidentaux du G7. C'est-à-dire que chaque humain en France, au Canada, aux États-Unis, produit moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'il y a 20 ans. Donc, c'est pas inexorable. Ensuite, après, il faut pas oublier qu'en moins d'1 an, on a créé un vaccin contre un virus qui venait d'arriver. Donc, avec le progrès, notre capacité d'innovation, on est en capacité de produire beaucoup de choses. La difficulté sur la transition énergétique, c'est la répartition de l'effort. Et comme vous l'avez rappelé, en fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est faire porter le poids de l'effort sur les pays émergents, donc les BRICS, la Chine, l'Inde et les pays africains, et au sein des propres pays occidentaux, on veut faire porter ça sur ceux qui travaillent en voiture, donc principalement les classes populaires et les classes intermédiaires. Et tant que il n'y aura pas d'égalité de répartition de l'effort entre les riches et les pauvres, que ce soit au sein de chaque pays et entre les pays, de toute façon, ce ne sera pas accepté. Il y aura des révoltes comme l'époque des Gilets jaunes ou comme lors à chaque COP où les pays du Sud se révoltent contre les pays du Nord. Jean-Marc Governatori, pour que la lutte soit totale et qu'elle mobilise l'ensemble de la planète, il faut que derrière, il y ait des repères de justice forts envoyés au peuple aussi. D'une part, il ne faut pas se tromper sur le diagnostic. Ne pas se tromper sur les échéances qui vont nous concerner tous. Et par ailleurs, effectivement, il faut que ce soit ressenti comme étant juste. Et il est clair que le fait est que scientifiquement, les personnes, plus elles ont un revenu important, plus leur empreinte écologique est forte. C'est un fait reconnu. Donc il est clair que chacun doit faire des efforts en proportion de ce qu'il peut faire, oui. Qu'est-ce que vous préconisez pour éviter ce réchauffement à vitesse grand V? Il y a eu un rapport de la COP, il faut faire baisser en dessous de 1,5, c'est possible et comment? Et est-ce que c'est compatible avec la croissance économique d'ailleurs? Est-ce qu'on peut continuer à consommer et produire chaque année plus tout en ménageant l'environnement? C'est aussi ça la question derrière. Le logiciel d'avant, c'était de se dire que croissance économique égale bien commun.
Peut-être que non. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une activité humaine compatible avec la biosphère. Mais il y a 3 mesures simples et non coûteuses, contrairement au rapport Ferry. Je suis en train de faire un rapport Governatori pour expliquer que le rapport Ferry me paraît très coûteux. Et donc il y a 3 mesures simples et très peu coûteuses qui sont très efficaces. C'est d'une part développer énormément l'économie circulaire. D'autre part, la rénovation énergétique qui se paye toute seule sur 15 ans par l'économie d'énergie et par l'option végétarienne quotidienne. Par ces 3 mécanismes-là, végétarisme développé, économie circulaire et rénovation énergétique, vous faites des pas en avant énormes avec un coût très faible en fait. Madi Seydi, quand on sait que la France c'est que 0,8% de la totalité des émissions carbone dans le monde, justement on peut se poser la question de finalement est-ce qu'on n'est pas en train de pédaler dans la semoule, clairement. C'est une vraie question, alors on a beaucoup de préconisations. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord consommer autrement. Il faut qu'on consomme autrement. Alors évidemment, en fonction des pays là où on est, c'est différent. En France, on est un pays développé avec des industries, donc c'est plus compliqué, mais je pense qu'il est urgent de consommer autrement et surtout, quelque part, d'infuser dans la mentalité de plus en plus jeune cette question climatique et écologique, mais qu'elle ne soit pas punitive. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on les oblige à faire quelque chose contre leur gré. Tant que ça sera quelque chose qui sera imposé de manière idéologique, les Verts d'un côté, les autres, d'ailleurs c'est une question qui devrait transcender les clivages politiques, qu'on soit de droite ou de gauche, la question du climat c'est tout le monde, tant qu'on ne sera pas capable de faire en sorte que cette question se l'approprie au-delà des clivages politiques, sans idéologie politicienne, eh ben ça sera toujours compliqué où qu'on soit dans le monde. William, peut-être transcender les clivages politiques avec l'écologie, c'est un peu le mot qu'on aurait tous envie de suivre. Est-ce que idéalement c'est faisable? Alors ça c'est déjà plus compliqué. Et est-ce que ça s'appelle l'écologie au centre comme votre voisin d'en face? C'est son parti d'ailleurs. Ouais. Le drame de l'écologie, c'est que ça a été accaparé dans les pays occidentaux par un parti politique qui s'appelle les Verts et qui sont très inégaux en Europe. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes Verts en Allemagne qu'en France, notamment. Eux, ils n'ont pas Sandrine Rousseau, nous on l'a. Voilà, c'est notre drame à nous. La question qui se pose nous sur la question de l'écologie, c'est vous avez 2 acteurs capables de enclencher une grande révolution. C'est les acteurs publics et les acteurs individuels, les acteurs privés, donc les personnes privées. Pour pouvoir enclencher ça, il faut que les personnes n'aient pas l'impression, comme vous l'avez dit, qu'ils soient punis. C'est-à-dire, tant qu'ils se seront punis, ils refuseront de le faire parce que c'est un peu comme un enfant à qui vous dites de pas manger de gâteau à 16h, il mangera un gâteau à 16h, c'est comme ça. Donc il va se rebeller, qu'importe ce que vous direz, surtout qu'il n'y a plus de confiance des personnes d'en bas en face des personnes d'en haut. Moi, je pense que la solution qui va être amenée, c'est ce qu'ont fait les États-Unis et la Chine, c'est faire de l'écologie en gagnant de l'argent. Ce que fait Biden avec la Reflection Induction Act qui met en place, et ce que fait la Chine avec les panneaux photovoltaïques, c'est qu'ils gagnent de l'argent en faisant de l'écologie. En fait, ils disent à leurs industries, on va vous donner de l'argent pour faire de l'écologie. Et ça marche plutôt bien parce que ça, faut trouver justement le déclic sur tous les domaines de l'économie. Exactement. Si par cas vous dites aux gens, vous vous comportez bien, on va vous donner de l'argent, c'est beaucoup plus simple, ils auront beaucoup plus de chances de le faire que si vous leur dites, vous serez punis, vous serez au coin si par cas vous faites pas d'écologie. Et ben voilà un bon petit débat. Il était bien ce Félix Mathieu là, avec son mot là. C'est beau. Le c'est vos sujets. Chers auditeurs, vous restez avec nous parce que nous on reste là avec nos 3 vraies voix. Et puis dans pas longtemps, c'est le grand débat. Donc je vous rappelle la question d'ailleurs. Est-ce que la France reste votre premier choix pour les vacances malgré la canicule et l'inflation? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire vous cet été? Vous allez sur Twitter pour voter, puis vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Cette France. C'est beau, Charles Trenet. Alors, le mois de juillet pour le tourisme en France, avec ces températures très élevées, il est nuancé en termes de tourisme. Il y a plusieurs zones dans le sud de la France qui subissent les effets directement de la canicule ambiante. En Corse, par exemple, la saison est dite catastrophique par les acteurs du tourisme, si bien qu'ils demandent des mesures d'urgence au gouvernement, avec de plus en plus, avec en plus de tout ça, la baisse du pouvoir d'achat qui pèse sur le secteur. Le moral n'est pas au beau fixe pour nos professionnels. Et vous, est-ce que vous êtes impacté par la chaleur, par l'inflation également? Où est-ce que vous partez cet été? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter. La France reste-t-elle votre premier choix pour les vacances? Alors, vous dites oui, quand même, à 61%. Ah, c'est serré, c'est serré. Non, à 39%, voilà. Évidemment, chers auditeurs, vous pouvez aussi appeler Zach au standard au 0826 300 300. Vous êtes à l'écoute de Sud Radio. C'est parti pour le débat. Alors notre invité, Didier tout à fait. Arrino, Didier Arrino, directeur général de ProTourisme, qui est cabinet spécialisé dans le tourisme et les loisirs. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors vous connaissez peut-être le principe des vraies voix. On va faire le tour, échange avec les vraies voix. Nous avons plein de questions à vous poser, Didier Arrino, mais juste en quelques mots, c'est vous qui allez donner la tonalité. Juillet, positif ou pas positif pour le tourisme en France?
Mais écoutez, juillet décevant pour le tourisme français, puisqu'au mois d'avril, on avait une avance de 12% des réservations, et au final, le mois de juillet va finir avec moins 5% de nuitées, et ce, pour plusieurs raisons, mais surtout une raison qui est la raison du prix des hébergements touristiques, avec une inflation tout à fait considérable dans le secteur du tourisme, et des prix qui ont augmenté entre 14 et 25% en moyenne suivant les acteurs, et même pour des maisons avec piscine dans des grandes destinations emblématiques du tourisme français. Certaines ont même augmenté de 50% en 2 ans. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre l'envie de partir et le pouvoir partir. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est aussi un problème par rapport au tourisme international en raison des émeutes, tout simplement, qu'on vient de vivre? Alors, à la marge, parce que véritablement, d'abord, il y avait une envie d'étrangers de repartir vers les destinations étrangères après plusieurs années de Covid où nous étions restés dans l'Hexagone. Aujourd'hui, la concurrence internationale est fortement présente avec des acteurs à l'étranger qui n'ont pas été aidés d'ailleurs, comme les acteurs français, et donc des prix tout à fait compétitifs, et certains d'ailleurs battent des records auprès de la clientèle française. C'est le cas d'une chaîne Iberostar qui est en Espagne, mais aussi sur l'ensemble de la Méditerranée, qui bat des records de fréquentation avec la clientèle française. À l'inverse, les grandes destinations françaises de la Méditerranée, mais aussi du Sud Atlantique, subissent une baisse de la fréquentation, surtout les acteurs qui sont très franco-français. Bon. Alors, Didier Arinaud, on fait le tour avec nos vraies voix. Restez bien avec nous. On s'appuie sur votre savoir. Ouais. Jean-Marc Governatori, il y a une histoire de temps, vous qui êtes écologiste en plus, parce qu'on remarque quand même que les gens côté camping, par exemple, ils vont plus dans le nord, parce que le nord, il a fait un mois de juillet meilleur qu'en 2022. Malgré la météo moyenne, malgré la pluie, en tout cas, les gens viennent, réservent, payent et s'installent là-haut. Donc c'est quand même une histoire aussi d'aller chercher la fraîcheur, quoi. Ah, c'est vrai, mais la France, la France métropolitaine, c'est près de 600 000 km² de superficie. Et c'est vrai, sincèrement, quand vous analysez tous les secteurs, que ce soit la Bretagne, l'Occitanie ou toute région, en fait, il y a partout des avantages et des inconvénients, mais surtout beaucoup d'avantages. Et je suis persuadé que si on est le pays le plus visité du monde, c'est pas par hasard. Et par conséquent, en tant qu'écologiste centriste, je pense global et j'agis local. Et j'appelle donc tous les Français à rester chez nous, parce que chez nous, il y a tout. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a la campagne. Exactement. Il y a même la ville. En plus. C'est pas vrai. Non, mais je dis ça, mais Didier Arinaud va nous le confirmer. On est vraiment un pays Les gens vont beaucoup dans les villes aussi. C'est ça, Didier Arinaud. Il y a aussi le choix de faire quelques jours de vacances en ville. Et oui, il y a une reprise du tourisme urbain. Ce tourisme urbain qui avait été vraiment boudé par nos concitoyens les années Covid. Aujourd'hui, une ville comme Marseille bat des records de fréquentation, alors que le reste de la Méditerranée est plutôt en retrait. De la même façon, Bordeaux a une belle fréquentation, alors que le bassin d'Arcachon est en retrait. Donc effectivement, la ville est aussi une concurrence pour les autres espaces. Mais si les gens vont dans le nord, c'est pas seulement parce qu'il y a la fraîcheur, comme vous le disiez. Vous savez, personne n'a envie pour ses vacances d'avoir de la pluie. Ils veulent pas de la canicule, mais ils veulent globalement, les vacanciers, dans leur extrême majorité, ils veulent du beau temps, ils veulent une chaleur entre 25 et 30 degrés. Et s'ils ont choisi des destinations alternatives, c'est aussi parce que les prix pratiqués étaient moins élevés et parce qu'ils voulaient aussi faire des économies sur le carburant, sur les autoroutes, à l'heure où nos concitoyens ont un budget contraint. Ouais, plus 10% sur certaines autoroutes, plus 10% le prix du péage. C'est quand même quelque chose. Ouais. Madi Saïdi, sans dévoiler votre destination de vacances, vous, c'est quoi votre choix en fait? Est-ce que c'est plutôt de rester justement sur le territoire national? Alors moi, en général, je pars toujours en Afrique. D'accord. Mais cette année, je suis restée en France. Pour quelle raison aussi? Parce que c'est plus simple finalement? Parce que c'était plus simple, parce que c'était plus court. Partir en Afrique pour une semaine, 10 jours, ça vaut franchement pas le coup. C'est très très cher. La vie est très chère. Et puis je crois que comme beaucoup de Français, beaucoup ont décidé de rester en France. D'ailleurs, on vit une période qui est pas simple. On n'en est pas encore sorti, donc j'ai choisi délibérément. C'est de la sécurité en fait. De la sécurité. Et puis je dois dire aussi que
finalement, je me rends compte que je connais pas tant que ça la France. Ouais, Moi, je suis oui, très il y a de parisienne. si beaux endroits. Absolument. Et puis je me suis dit, c'est aussi l'occasion d'aller regarder nos beaux terroirs. Ouais. Donc je suis resté en France. William T, finalement, parce que tout à l'heure, quand Judith a préparé la question, elle a évoqué les problèmes d'inflation, mais c'est le cas à l'étranger aussi. Les problèmes de canicule, on va dire que c'est encore plus le cas à l'étranger. Et donc, finalement, la France, ça reste privilégié comme destination. Ah oui, la France reste une destination privilégiée. Je crois que la citation qu'on avait dans nos manuels sur la Troisième République, c'était « Aime la France parce que l'histoire l'a faite grande et que la nature l'a faite belle ». Donc ça résume un peu ce qu'est notre pays. On a, comme vous l'avez rappelé, on a un littoral atlantique qui nous permet d'avoir un climat qui est plutôt doux en période de canicule, notamment avec le nord et la façade atlantique. La phase méditerranéenne, c'est pour ceux qui aiment un peu la chaleur. Vous pouvez partir en montagne, faire de la randonnée si vous voulez. Donc je pense que vous avez quasiment tout. Ça permet à chacun de partir et de trouver chaussures à son pied. Donc c'est plutôt une bonne opération. Non, je pense que le point qui est difficile... Vous allez rester en France pour les vacances? Moi, je fais toujours la même chose, donc je suis assez transparent. En période de mi-saison, je pars à l'étranger. Et en août, je trouve les destinations la plus froide. D'accord. Donc en Bretagne ou dans le Nord. Neulémine, Aurillac. L'Ouest, le Nord, un truc où il fasse froid. Il passe pas 40 en gros. Donc je suis assez sensibilisé à la question du réchauffement climatique. Jean-Marc Governatori, on parle des problèmes de climat, on parle des problèmes d'argent, mais il y a aussi finalement peut-être un problème de sécurité globale, mondiale, dont on entend parler même depuis le début de cette émission avec ce qui se passe en Afrique, etc. Il y a des destinations sur lesquelles on peut plus décider d'aller parce que c'est dangereux. Est-ce que vous croyez que c'est pas aussi un peu ça le repli national finalement? Ah bien sûr que ça joue. Hein. D'ailleurs, il y a des classements des pays les plus sûrs que sont l'Islande, les pays scandinaves, Singapour. Mais bon, ça fait loin. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous dites. Enfin, je n'en doutais pas, bien sûr. Hein, n'y voyez pas un commentaire de mauvais autrui, mais c'est très très cher en Scandinavie et en Islande. C'est peut-être l'explication. Ils font payer le prix de la sécurité. Absolument. Exactement. Oui. Non, mais franchement, nous, on a tout. Donc, il faut voyager en France. Et vous m'avez pas posé la question, mais je vous le dis. Allez-y. Donc, je suis toujours en France et je fais 2000 km de train par semaine parce que je suis un fan de la SNCF. Oui, c'est vous. On l'a. Mesdames et messieurs. D'ailleurs, vous nous appelez au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes fan de la SNCF, vous aussi? C'est ça la question. C'est pas le débat, mais est-ce que vous privilégiez encore les vacances en France? Alors, Didier Arinaud, vous allez justement nous éclairer sur les meilleures destinations du moment en France, parce que on parlait tout à l'heure de l'Occitanie, je ne sais plus avec qui d'ailleurs, et finalement l'Occitanie, c'était avec Renaud, notre auditeur, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la tendance est plutôt à la baisse là-bas. Oui, la tendance est à la baisse, et pourtant il y a de formidables destinations d'Occitanie. Je pense à l'Ariège, qui est un département absolument fabuleux, où, avec des paysages incroyables, avec une gastronomie, un terroir, avec des lacs fantastiques, avec des prix tout à fait raisonnables. On pense aussi à la Provence-Occitane, qui est une très belle destination, là aussi avec un patrimoine incroyable. On peut aller du côté de la Nouvelle-Aquitaine, dans le Lot et Garonne, le Val d'Albret, où on a ce tourisme fluvial, où on a ces bastides, où on a de terroirs. On peut remonter en allant sur une autre destination, les Hauts-de-Vosges, qui est une formidable destination avec Gérardmer, où on a des produits de séjour touristique à des prix tout à fait abordables, avec des expériences fantastiques. Voilà, là ça reste abordable en l'occurrence. Oui, parce qu'il y a des endroits qui restent abordables. Mais finalement, c'est une espèce de logique, parce que il y a du surtourisme à certains endroits. C'est aussi le problème. Je pense que franchement, le surtourisme, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Je pense que en France, c'est un truc de journaliste. On n'a pas de surtourisme. C'est-à-dire que c'est le journaliste qui a créé le surtourisme. Alors que le journaliste, il va chercher une information qu'on lui donne. Donc c'est certainement quelqu'un qui lui a dit, par exemple, au Mont-Saint-Michel. Je dis ça comme ça, Didier Arinaud. Ah oui, alors vous avez raison. On va prendre quelques exemples. Mais le jour où vous ferez autant d'émissions sur le sous-tourisme, sur 99% de notre territoire, 95% de l'année, là, je conviens qu'on puisse faire une émission de temps en temps. On parle des médias en général. Voilà. La réalité... Je vais demander à mon patron s'il peut me faire plus d'émissions. Je suis preneur. C'est une bonne idée, Didier Arinaud. C'est une bonne idée que vous venez de me donner là. La réalité, c'est que nos territoires, la plupart de nos territoires, ils vivent du sous-tourisme.
ils sont en difficulté aujourd'hui. Et tous ces sujets sur le surtourisme, ils ont un grand intérêt, c'est que ça va faire prendre conscience aux acteurs, aux élus, aux institutionnels de l'importance de ce secteur. Parce que quand on voit comme en Corse une chute considérable du tourisme, quand on le voit sur le littoral, croyez-moi, ça va mettre au niveau vraiment secondaire les sujets sur le surtourisme, parce qu'une fois que vous avez donné vos quelques exemples du Mont-Saint-Michel, des calanques qui aujourd'hui d'ailleurs sont régulés, on voit très bien que dans notre pays, heureusement, du fait de sa diversité, du fait d'une nature qui est préservée, du fait aussi de règles environnementales qui sont très fortes, on a beaucoup moins de problématiques de surtourisme. Et notre problème, il est essentiellement de permettre aux gens de vivre au pays, sur l'ensemble des territoires nationaux, car aujourd'hui, il y a une désertification de ces territoires, et sans le complément de l'activité touristique, il n'y aurait plus de boulangerie, il n'y aurait plus de boucherie, il n'y aurait plus de pharmaciens. Et c'est aussi l'activité touristique qui permet à ces territoires de vivre. Ah oui, c'est très encourageant en tout cas ce que vous venez de dire. 300 300, vous appelez, vous réagissez, le standard de Sud Radio, il est à vous. Hein. Voilà, c'est votre radio, Sud Radio. On est avec Renaud de Rodez, toujours. Renaud, vous êtes là ? Oui, je suis là, bien évidemment. Alors Renaud, excusez-moi, vous avez dit que vous restez dans votre beau département, parce qu'évidemment, vous n'avez pas trop besoin de voyager vu que vous êtes entouré de beauté. Dans le département, peut-être pas. Mais dans la région, Occitanie. Ouais. Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous constatez dans votre région comme type de tourisme cette année ? Est-ce que c'est très fréquenté, pas fréquenté ? Quel type de touristes vous voyez ? Alors écoutez, pour l'instant à Rodez, c'est vrai que on voit un peu moins de monde que les années précédentes, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il y a une chose qui fait, tout augmente à partir de ce mois-ci aussi, l'électricité, le gaz et j'en passe. Mais on peut voyager à moindre coût dans nos belles régions françaises, pas qu'en Occitanie d'ailleurs, et découvrir des lieux magnifiques. Moi, je vois notamment en Occitanie, nous avons des parcs naturels qui sont splendides, des parcs naturels régionaux aussi, comme celui du Haut-Languedoc, qui est plus que magnifique, avec des paysages somptueux, et faire un petit tour dans ces coins-là ne coûte pas excessivement cher. Alors oui, effectivement, il y a les bus, le train, la voiture, même si c'est vrai que l'essence est de plus en plus cher. Mais non, moi je pense qu'effectivement il faut privilégier local, et ceux qui veulent effectivement avoir un petit peu d'évasion, il faut faire du tourisme national, mais hors zone métropolitaine. Pour le coup, nous avons de très beaux territoires et départements en outre-mer qui sont somptueux, comme la Réunion entre autres, que je connais assez bien. Au moins ça fait tourner l'économie française. On en a besoin. Alors pour que ça tourne, encore faut-il donc, on le rappelle, que les prix soient attractifs. Qu'est-ce qui vous semble, William Tay, le plus compliqué aujourd'hui ? C'est peut-être l'abus de certains hôtels, certains campings, de certains restaurateurs plus, ou alors cette propension à augmenter les prix de l'essence, des péages, de tout, des trains, etc. Je suis pas sûr que les commerçants, les restaurateurs, les hôtels fassent monter les prix au détriment de plus avoir de clients, parce que ce serait pas leur objectif. Et puis, comme l'a rappelé monsieur, en fait, ils vivent de ça. Donc si par cas ils perdent des clients, c'est pas uniquement qu'ils perdent des clients pour cette saison, c'est qu'ils perdent des clients pendant très longtemps, parce que les Français, et pas uniquement les Français, mais l'ensemble des humains aiment bien revenir au même endroit. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, sur la question que vous posez sur les questions de l'inflation, c'est que de toute façon, l'inflation va augmenter. Et le problème de l'inflation, c'est que c'est toujours dans un sens. C'est-à-dire que ça monte, et après, vous n'aurez pas une baisse des prix. Donc, augmentation moins forte, la 5,3 aujourd'hui. L'augmentation sera moins forte, mais l'augmentation sera toujours présente. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que on peut vivre durablement avec une inflation entre 5 et 10%. On l'a déjà fait. Dans les années 60-70, on a vécu avec des inflations comprises entre 8 et 15%. Comment est-ce qu'on a réussi ? C'est parce que l'augmentation de la richesse, de la production de richesse et l'augmentation de vos revenus était supérieure à l'augmentation de l'inflation. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'inflation est supérieure à votre augmentation de revenus. Et c'est pour ça que ça diminue votre pouvoir d'achat. Et cette inflation justement finalement qu'on affronte tous, elle pose des problèmes aussi plus globaux, c'est-à-dire que c'est sur tous les secteurs, c'est-à-dire que ça soit l'essence, que ça soit les vêtements, je dis n'importe quoi, la crème solaire, etc. Finalement, le budget vacances, il devient très compliqué pour les Français. Jean-Marc. C'est pas n'importe quoi, la crème solaire, c'est très important. Pardonnez-moi, allez-y Jean-Marc. Il faut bien se dire que les écologistes ont prévenu depuis longtemps, et c'est vrai que la raréfaction des matières premières
très fondamentalement une hausse de prix structurelle. Il peut y avoir des hauts et des bas, une inflation qui se ralentit ponctuellement, mais sur la durée, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, que ça va continuer à augmenter de plus plus en un plus. produit est demandé, plus il est rare, et par conséquent, plus il est cher. C'est scientifique, c'est mathématique, c'est imparable. Et donc, on est face, effectivement, à une hausse de prix qui va durer. C'est pourquoi j'engage chacun à développer l'économie circulaire au niveau local et national, parce qu'il faut en venir à tout réparer et à tout recycler, parce que de fait, vous avez là une hausse du pouvoir d'achat. Mais d'ailleurs, on remarque de plus en plus de marques qui font du reconditionnement, souvent même de gros électroménagers, par exemple, Madi Saïdi. Je ne sais pas si vous consommez ça, mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a une grosse augmentation de la consommation des produits absolument, dans l'électroménager, mais pas que, même dans les vêtements. Oui, même les marques qui, a priori, sont pas amenées à faire ça, pour pas citer le nom, je pense à Jacadi, ils font du reconditionné. Les gens qui achètent Jacadi, quand même des gens qui ont les moyens, ils font du reconditionné. Dans les portables, aujourd'hui, tout le monde achète du reconditionné. Et je pense que les gens sont en train de s'adapter aussi à la société que nous vivons. C'est de plus en plus compliqué. Et pour pouvoir continuer à vivre décemment, si je peux dire ça comme ça, il va falloir qu'on change nos comportements. M'a dit Jacadi, c'était très bien. Ouais. Alors, pour conclure, Didier Arinaud, bon, vous avez vu, on a mis en avant notre beau pays. Juste donnez-nous 2-3 tendances, les pays étrangers qui gardent un peu la cote d'amour. Allez, sur une trentaine de secondes pour les voyageurs français. 60% des vacanciers qui partent à l'étranger vont en Europe du Sud, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, qui était la première destination cette année des voyagistes. Et d'ailleurs, la croissance des pays du sud de l'Europe est 2 à 3 fois plus forte que notre propre pays et que les destinations du Nord. Donc, quand on entend que les gens vont fuir les destinations du Sud parce qu'il fait trop chaud, ça n'est pas exact, en tout cas pas pour le moment. Mais ce que l'on voit véritablement et ce qui prime cette année, c'est le rapport qualité-prix-plaisir. Ça va être véritablement la tendance. Et si on veut regagner des parts de marché, ça suppose que nos acteurs proposent une belle expérience client aux visiteurs, aux vacanciers qui font des sacrifices pour pouvoir partir en vacances et qui peuvent encore partir car il y a quasiment de la disponibilité partout, sur toutes les destinations et parfois d'ailleurs avec de très bons prix. Donc on peut passer de belles vacances en France. Et ça c'est bon à savoir. Génial, merci Didier Arinaud. Je rappelle que vous êtes directeur général de ProTourisme, qui est un cabinet spécialisé dans le tourisme et les loisirs. Et vous, ne partez pas trop loin, le quiz de l'actu de Sud Radio. Jacadi, on joue. Alors c'est qu'on va jouer. Juste après ça. C'est parti. 17h52, c'est l'heure de Jacadi a dit. C'est ça, je on va jouer. Le quiz de l'actu, pardon. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. J'ai retrouvé ma voix, elle est revenue, elle est un peu partie. Et vous avez retrouvé Renaud aussi. Oui, notre bien auditeur. sûr. Oui, 0826 300 300. Vous nous appelez pour participer, évidemment, pour réagir, etc. Mais là, il s'agit de jouer. Donc, Renaud, vous êtes toujours avec nous ? Bien sûr, Jacques a dit alors jouons. Voilà. Frédéric Brandel, est-ce que vous pouvez rappeler déjà les règles et puis ensuite, Renaud, avant tout ça. Ah oui, non, mais c'est après. Voilà, c'est ça, logiquement. Renaud, vous allez choisir une de nos 3 vraies voix, soit Jean-Marc Governatori, soit Madi Saïdi, soit William T. Vous formez une équipe avec ce compagnon. Et puis les 2 autres forment l'autre équipe qu'on appelle l'équipe B. Vous êtes l'équipe A. Quand on pose une question A, vous répondez. Quand on pose une question B, c'est l'équipe B qui répond. Si jamais on répond pas, l'autre peut prendre, mais ça fera 2 points. Soyez vigilants, je dois vous le dire, la thématique du jour, c'est spécial Afrique, puisque c'est dans l'actualité. Alors, qui choisissez-vous, Renaud ? Eh bien, contre toute attente, je vais jouer avec William T. Eh ben voilà. Donc William et Renaud sont ensemble et Madi et Jean-Marc forment donc l'équipe B. William et Renaud et Madi. William et Renaud. Oui, voilà, c'est ça. Bon, pardon. On va l'écrire. Question A. Quel est le pays le plus peuplé d'Afrique ? Nigeria. 220 millions d'habitants. Bon. Oui, sauf que la réponse c'est pas à vous, Jean-Marc. Ah merci. Voilà. Alors. Donc William, c'est bon. William. Gagné. Il l'a dit. Eh ben vous l'avez. William l'a dit aussi. Ça fait 1 point pour vous, Renaud. Vous l'aviez, Renaud, ça. Non, absolument pas. Bon, écoutez, William l'avait, c'est le plus important. Votre histoire géo là. Allez, question B cette fois-ci pour Jean-Marc et Madi. Donc vous pouvez répondre. Quel est le pays le plus grand d'Afrique en superficie ? Madi et Jean-Marc. Ah, en superficie, hein ? On est bien d'accord. Allez, il faut donner une réponse cette fois-ci. Gagnama eu dédicacé, c'est ça. Mais voilà. Alors, une fois ?
2 fois. C'est l'Algérie. Oui, l'Algérie. Madi Saïdi. Bon, sur le gong, sur le gong. Ça fait 1 partout. Attention maintenant, équipe A. Quelle est la langue officielle parlée en Angola? William et Renaud. Langue officielle. Renaud, vous avez une réponse? Renaud, vous avez une réponse? Bon, je dirais l'anglais. Non, moi j'ai la même chose aussi. Vous auriez dit la même chose? Eh bien, ce n'est pas l'anglais. Le portugais. C'est le portugais. Madi et Jean-Marc qui marquent 2 points. Ça vous fait 3 donc maintenant. On est bon quand même. Dit-il fièrement. Question B maintenant pour Jean-Marc et Madi. Quelle est la langue officielle parlée au Ghana? Jean-Marc et Madi. C'est bizarre sur votre question, vous êtes toujours un peu plus lent. C'est l'anglais. Vous pensez à l'anglais? C'est l'anglais. Très très bonne. Ça fait 4 points. Donc maintenant, William et Renaud, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligés de répondre et d'aller voler la réponse après. Donc question A, Judith. Quel pays d'Afrique a pour capitale Windhoek? Ah non, fais-moi les fiers. Allez. Renaud, vous avez une réponse? Ah non, aucune. Windhoek. Alors là, vous nous avez eu. 1 fois, 2 fois. Le Rwanda. Non, c'est pas loin. Allez, à vous Jean-Marc et Madi. C'était pas loin. 1 fois. J'ai aucune idée. 2 fois. Zanzibar. Non. Alors, le Zanzibar d'ailleurs, qui n'existe plus. Zanzibar, c'est en Tanzanie. Oui, Non, voilà, c'est ça. ça devient la Tanzanie. Alors, c'est la capitale de la Namibie. Et ben voilà. Merci. C'est un scandale, comment je vais. Allez, pour l'honneur, attention, Madi et Jean-Marc, c'est parti. Dernière question pour vous. Quel pays d'Afrique a pour capitale Maputo? Oh là là. Ah bah, et on a eu 2 premières questions rapides. Mais franchement, Facile. qui fait les questions ici? Bah, c'est moi. C'est pas moi. Il y en avait 2 faciles et 1 difficile. Il est impitoyable. En plus, c'est pas. Moi, Je j'y sais en suis. plus. Alors, Maputo. Allez, Jean-Marc, on se lance. Je n'aime pas faire des réponses qui sont fausses, et là je ne sais pas. Donc, voilà, c'est un perfectionniste, Jean-Marc Governatori. Allez. Parlons vrai sur Sud Radio. Madi, qui s'est lâché? Je sais plus, mais je sais en plus. Maputo. Ouais. Bah, donnez un. non, je sais pas, l'Albanie, la Suède. Oh, bah non, c'est pas. Oui, surtout que c'est pas en Afrique. Bien sûr. Alors, William Tess. Allez, William. Et Renaud. Le Mozambique. Bravo. Renaud, est-ce que vous avez eu une aide, Renaud, sur ce Vous avez fait coup-là? un peu de Google? J'ai des doutes. Moi aussi. Je vous avoue que oui, effectivement. Mais Pas c'est de mieux, points, c'est mieux alors. sur Quant, c'est mieux qu'ils cherchent sur Quant que sur Google. Pourquoi? Quant, c'est français. C'est 100% français et il n'y a pas de traces de vos recherches en soi. Ouais, enfin, on n'est pas obligé de faire tout français non plus. Enfin, Non, mais Si, on va en parler du Made in France à 19h, on est en plein dedans là. D'accord, c'est vrai. Alors, Made donc, in France. écoutez, ça fait 3, mais ça fait match nul. Ça fait match nul. Renaud, vous égalisez. Certes, vous êtes un petit peu aidé. Alors, écoutez, on va faire la question qui va séparer tout le monde. Je c'est la der des donne une question et vous donnez la réponse. Celui qui le donne le plus rapidement, on le fait gagner. Attention, La mort fatale. est-ce que vous êtes prêts? Mort Vous subite. êtes prêts? Oui. Donnez-moi la capitale du Cameroun. Oh là là. Yaoundé. Yaoundé, c'est Madi Saïdi qui s'impose. Bravo, félicitations, victoire de Madi et de Jean-Marc qui l'avait aussi, Merci, évidemment. Renaud. Évidemment. C'est pas bien d'aller sur Yannick est en Google, train de me Renaud, téléphoner pendant pour le me jeu. Hein les auditeurs qui vont sur sur Google là. Oui, Hein mais C'est un coquin. si Renaud l'a fait. Je le reconnais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais Renaud, s'il a eu le temps d'y aller, c'est tout simplement Ouais, parce c'est que ça. les autres n'ont pas Parce qu'on n'a répondu. pas été assez rapide. C'est la Voilà. force, Non, mais c'est la force c'est de clair. l'équipe qui ne répond pas. J'avais quand même une sacrée partenaire. Moi, je dis bravo Renaud et allez Rodez, allez les Ruténois. Voilà. Allez, Rodez. Allez, Sud Radio, il est 17h58. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans les vraies voix de l'été. Le programme à venir juste pour vous, nos éditorialistes, le tour de table de l'actu des vraies voix évidemment, sans oublier notre débat à 18h30, qui est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Alors, je vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter. Est-ce que la France doit se désengager de l'Afrique subsaharienne, par exemple au Niger, au Mali, au Burkina Faso? Et alors, vous nous dites oui à 89%. Vous, les auditeurs de Sud Radio. Ouais. Voilà, c'est assez clair. Non. On va continuer, on va parler, on est là, bougez pas et on revient. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Vous avez raison d'écouter Sud Radio et d'ailleurs nous adorons entendre vos retours au 0826 300 300. Alors pour échanger avec nos éditorialistes des Vraies Voix du jour évidemment, on vous les rappelle. Oui, nous avons Jean-Marc Governatori, le coprésident d'Écologie au Centre et élu écologiste niçois. Nous avons Madi Seidi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Tiens d'ailleurs, je lirais bien ce livre cet été moi. Et puis c'est un voyage, c'est un message subliminal qui vous envoie. Non, même pas. William T, président du think tank Le Millénaire aussi. Think tank, grosse activité. Hein, vous réfléchissez sur toutes les questions de société, géopolitique. Hein. Oui, il y a plus de 100 contributeurs qui travaillent sur tous les sujets. C'est chouette, c'est chouette. Merci. Et on vous rappelle notre question à 18h30 quand même. Vous allez voter sur Twitter. La France doit-elle se désengager de l'Afrique subsaharienne selon vous? Allez, et avant ça fait du clic sur les réseaux avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Votre top clic, Félix Mathieu, Eddy, blessé par des policiers à Marseille, prend de nouveau la parole. Oui, après Combini, le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a pris la parole cette fois sur BFM TV. Le crâne toujours déformé après l'opération rendue nécessaire par ses blessures au cerveau suite à son passage à tabac début juillet. Mais sur les réseaux sociaux, le ton plutôt apaisé du jeune homme est globalement salué. Des violences policières, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Mais en aucun cas, j'en voudrais à l'ensemble des policiers parce que quand nos parents, quand nos proches ont des soucis, qu'ils se font agresser, on est bien content qu'ils sont là. Quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils soient là. Non, c'est important de dire que la police est importante en France parce qu'on se sent quand même mine de rien en sécurité. S'ils ne seraient pas là, ça serait un grand bordel. Hein. Mais j'en veux à ce groupe de personnes. J'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Hein. J'espère qu'aujourd'hui ils regrettent. J'espère qu'aujourd'hui ils ont réfléchi vis-à-vis de l'acte qu'ils ont commis. Mais non, en aucun cas j'en voudrais à la police entière. Il est intelligent ce garçon. Hein. Ouais, prise de parole. Alors que selon Mediapart, l'un des policiers mis en examen avait déjà été entendu dans l'enquête sur une autre affaire de violence policière, agression de Maria passée à tabac par des policiers en 2018. Bon, on en reparle dans un instant. Ça sera le tour de table justement de Jean-Marc Governatori. Autre sujet, la mésaventure leur a gâché leur départ en vacances. La SNCF moi aussi. La SNCF a remboursé intégralement les voyageurs dont le train a eu plus de 4 heures de retard. 4 heures de retard. C'était 3h45, non, c'est la totale. Si vous avez 3h45, vous êtes vraiment les... Alors si vous avez 3h58, 75% quand même. Quand même. Bon. Mais après cette mauvaise journée de vendredi, c'était le jour de chassé-croisé en plus, donc ça tombait mal. Les départs en vacances, la foudre et les pluies orageuses ont donc provoqué une grosse panne de signalisation à Massy, au sud de Paris, avec des retards en cascade, la pagaille sur l'axe Atlantique, c'est-à-dire au départ et à l'arrivée de la gare parisienne Montparnasse. La compagnie ferroviaire indique avoir d'ores et déjà contacté les intéressés par email. Ceux qui ont eu 4 heures ou plus de retard, leur billet sera intégralement remboursé, indique la SNCF. Alors, je vous le disais, pour les autres voyageurs quand même, c'est le barème habituel qui va s'appliquer. 25% du prix du billet s'il y a eu entre une demi-heure et 2 heures de retard. La moitié du prix s'il y a eu entre 2 et 3 heures. Et puis 75% au-delà de 3 heures de retard. Voilà, le remboursement à 100% pour les retards de plus de 4 heures. Ouais. C'est un geste exceptionnel, précise la SNCF. Oui, 4 heures, bon, c'est exceptionnel. Mais surtout qu'il y en a, ça a été bien plus encore que 4 heures. C'est pas de leur faute. Parce que la panne de vendredi donc avait été résolue dans la soirée, mais ensuite, les trains n'étaient pas là où il faut, donc il faut des heures et des heures supplémentaires le temps que ça se remette en place. Je peux témoigner, moi. Des retards résiduels toute la journée de samedi. L'un de ces trains, par exemple, parti vendredi de Paris avec 1h30 de retard et finalement arrivé à Nantes en milieu de nuit, 7h30 après l'heure prévue. Ce après avoir été arrêté en pleine voie pendant plus de 2 heures. Remboursement à 100% du billet. Bon, ils l'auront pas trop volé non plus quand même, ces voyageurs. Jean-Marc Governatori, on est dans un problème structurel à la SNCF? Non, pas du tout. Je suis vraiment heureux d'intervenir à cette occasion parce que donc il faut savoir que chaque jour il y a 15 000 trains qui circulent en France, 15 000, dont 700 TGV, donc 750 selon les jours. Donc ils transportent 4 millions de personnes en tout, 300 000 pour les TGV. Donc il y a 749 TGV qui sont impeccables
Et puis, il y a un TGV, malheureusement, il arrive un malheur, ou 2 TGV. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, les trains sont à l'heure à 90%. Donc, si les hommes politiques et les femmes politiques faisaient bien leur boulot à 90%, ça serait formidable. Donc, j'aime pas qu'on critique la SNCF. Vous êtes un fond train, vous. Je ne parle pas de mon expérience personnelle d'habitude, mais là, je le fais. Moi, je suis allée chercher ma fille. Judith Belair nous appelle au 0826 300 300. Allez-y, Judith. Je suis allée chercher ma fille à la gare, c'était samedi, et j'y avais une quinzaine de trains qui avaient plus de 2 heures de retard sur le tableau. Oui, tout à fait. Ah ouais. Voilà. Donc en fait, c'est quand même beaucoup de trains, quoi. C'est vrai. Mais ce jour-là, il y en a eu 15 000. Voilà. Bon, Maggie Saïdi, moi je fais partie des 10 malheureux %. Mes trains sont toujours en retard. C'est incroyable. Toujours. Voilà. Moi, les miens, ils sont toujours à l'heure. C'est une histoire de malchance. C'est dingue. Hein. C'est une histoire de malchance, ça dépend du train. Bon, alors, William T, vous allez trancher. Il y a match, là, pour l'instant. Il y a 1-1. Allez-y. Ouais, je sais pas. Moi, quand je prends le train, j'ai pas de soucis. Mais c'est vrai qu'on me raconte souvent que la plupart des gens ont pas de chance. Donc, moi, je suis dans le même cas que vous. Moi, j'ai toujours eu de la chance. Mais à chaque fois qu'on me raconte une expérience à la SNCF, c'est toujours désastreux. Mais vraiment désastreux. Non, en fait, ce que vous disiez, je l'ai dit, quand on train de TGV, il y a même les trains de région. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Apparemment, c'est vraiment la catastrophe. Mais ce que Judith, vous disiez tout à l'heure, c'est que oui, il y a eu la foudre. Évidemment, ce sont des événements qui sont indépendants de leur volonté. Donc, en ce sens, on va effectivement soutenir le propos de Jean-Marc Governatori. Vous êtes fan comme ça de la SNCF, Jean-Marc Governatori? Moi, j'ai écrit 14 livres, je les ai écrits dans le train, parce qu'on est tranquille. Et franchement, 90% du temps, ça arrive à l'heure. Et en tant qu'écologiste centriste, j'aime ce qui est juste. Et le fait est qu'il y a 15 000 trains tous les jours qui circulent. Donc, sur 15 000, forcément. Donc, et puis ça fait un peu de bien au climat aussi, c'est ça que vous avez envie de dire. Oui, voilà, c'est ça. Vous-même, vous sentez une locomotive du mouvement écologique? C'est très bien dit ça. Très bien dit. Tout va bien. Voilà. Et vous, Mehdi Saïdi, c'est plutôt locomotive ou non, je rigole. C'est plutôt TER ou TGV en général? Plutôt TGV en général. Ouais. Et c'est sur les TGV que vous avez des problèmes de retard? J'ai vraiment jamais de chance. Incroyable. Bon, le TER, je le prends un petit peu quand même, mais bon, il y a des petits retards, 20, 30 minutes, c'est pas très grave. Ça va encore, ça va encore, c'est le temps de lire un peu sur le quai. C'est vrai qu'on pense pas forcément aux gens qui vont au travail tous les jours de province, par exemple, les Normands qui montent sur la capitale à Paris, ou inversement Orléans, par exemple, Orléans, voilà. Reims. Donc ce que vous dites sur les TER, vous, William T, vous avez pas eu de soucis avec eux, vous? Moi, je prends rarement le TER, donc moi je le dis, je prends rarement. Donc moi, je prends plutôt le TGV, donc le TGV est souvent à l'heure. En première classe, peut-être? Qu'importe la classe, ça arrive au même moment. Moi, j'ai rarement eu de soucis. Ensuite, après, parmi ce qu'on me raconte, oui, effectivement, moi, j'entends que des reproches à la SNCF. Il n'y en a pas un seul personne que je connaisse, hormis, donc vous êtes le premier, à dire que la SNCF est bien, c'est fantastique. Nous avons le fan et l'unique fan. C'est aujourd'hui Jean-Marc Governatori. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Moi, c'était bien. Moi, j'ai toujours rêvé de conduire un train. J'aimerais bien. Ça fait partie des trucs que vous pouvez toujours faire. Oui, par exemple, si j'ai pas beaucoup d'émissions à la rentrée, j'irai. Allez, si vous voulez réagir, appelez-nous au 0826 300 300. On revient dans pas longtemps avec les vraies voix, le débat, le tour de table de l'actu, enfin tout le team. On est là. À tout de suite. Le numéro de Sud Radio, c'est le 0826 300 300. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler pour partager vos anecdotes, pour réagir en direct, et pour nous dire comment vous voyagez aussi. Voilà, n'hésitez pas. Là, on a parlé du train. Si vous dites j'en ai marre du train, ou c'est super le train. J'adore le train. D'ailleurs, on a un appel d'un certain Jean-Marc qui appelle de Nice, pas très content du train, je crois. Mais c'est pas celui qu'on a à table avec nous, Jean-Marc Governatori. Allez, le tour de la table de l'actu, d'ailleurs, c'est tout de suite. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Nos vraies voix ce soir, Mehdi Saïdi, William T et Jean-Marc Governatori. C'est à vous, Jean-Marc. Vous souhaitez mettre l'accent sur la police. Pourquoi il faut soutenir notre police? Nous vous écoutons. Je voudrais dire aux millions de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent que sans police motivée, il n'y a pas de République. Sans police motivée, il n'y a pas de liberté. Sans police motivée, il n'y a pas de sécurité. Il faudrait dire aussi que si 99% des personnes ont dormi tranquille cette nuit, c'est parce qu'il y a une police et une justice. Et je suis outré que des personnalités politiques osent s'attaquer à cette institution qui fait tant pour le bien commun. Rappelez aussi que dans notre pays, il y a 68 millions d'habitants
et que 300 000 policiers et gendarmes, et que par conséquent, ces 300 000 personnes, hommes et femmes, s'occupent du bien-être, de la tranquillité de 68 millions de personnes. 300 000, 68 millions. Je pense aussi au personnel pénitentiaire qui, tous les jours, est avec des délinquants et des criminels. Mais en fait, incroyablement, personne ne parle du problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'il y a trop de différences de niveau d'engagement dans ce que la police fait pour la population. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils vont travailler, ils risquent leur vie, ou ils risquent d'être le soir en prison. Par rapport à ce que fait la France pour sa police. Il faut savoir qu'un policier, en moyenne, ça gagne à peu près 30 000 euros par an. C'est plus que le salaire médian en France. Mais est-ce que vous risqueriez votre vie tous les matins pour gagner 30 000 euros par an, franchement ? Et donc, je voulais dire aussi que la police, elle veut pas l'impunité, la police. Elle veut qu'on reconnaisse ce qu'elle fait, quoi. Et pour moi, donc, les 300 000 policiers et gendarmes, comme les 200 000 pompiers, sont des héros. Et je regrette vraiment énormément que certains critiquent l'institution, etc. Maintenant, il peut y avoir des policiers qui déconnent, il faut évidemment les punir. Mais je pense qu'il faut avoir un immense respect pour ces 300 000 personnes qui font tant pour nous. Madi Saïdi, la mission des policiers, la première mission des policiers, on a quand même tendance à l'oublier, c'est comme dit Jean-Marc Governatori, protéger le bien commun, protéger les citoyens. Comment ça se fait qu'on a tendance à l'oublier ça et qu'effectivement, si on était dans un pays sans police, ça serait une catastrophe? Absolument, je pense qu'on s'en rend pas compte. On est bien content d'avoir la police d'ailleurs, ça nous permet de vivre ensemble en toute sérénité. Les policiers font un boulot très difficile. Le premier des droits des Français, c'est quand même la sécurité, c'est grâce à la police qu'on peut aujourd'hui se prévaloir d'être dans un pays libre, avec une certaine sécurité. On peut partir, on peut venir. Il y a une vraie protection des biens et des individus grâce à la police. Et paradoxalement, on est aussi dans un pays où certaines voix s'élèvent contre la police. Comme vous l'avez dit Thierry justement, beaucoup d'élus, et ça me choque d'autant plus parce que c'est des élus de la République qui devraient être du côté de la République. D'ailleurs, la police aujourd'hui, je pense, reste l'un des derniers maillons qui permet de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble et de garantir cette paix sociale. Le jour où on n'a plus la police, même plus personne ne peut vivre avec personne. Et je trouve qu'il est important effectivement de rappeler le rôle important que joue la police dans la sérénité, dans la pérennité des liens sociaux. Et oui, il y a peut-être dans la protection de nos droits aussi, parce que comme le rappelle Madi Saïdi, les policiers sont là pour... Le premier droit des Français, c'est la sécurité, et puis ils sont là pour protéger nos droits en général. La police détient, comme le disait Max Weber, le monopole de la violence légitime. Si c'est pas la police qui détient ce monopole, ce sera les caïds, les bandes et les racailles qui vont le détenir. Et dans ce cas de figure... Oui, pardon, la violence légitime, c'est très important parce que souvent on voit la police reculer face à des agresseurs. Exactement. C'est de moins en moins le cas. Donc ce qui était une théorie et qui était une réalité, maintenant n'est désormais plus qu'une théorie. Le point essentiel, c'est de savoir qui a besoin de la police. Ceux qui ont besoin de la police, ce sont les pauvres, les personnes qui sont démunies, qui n'ont pas les moyens d'habiter dans des quartiers qui sont protégés et dans des quartiers qui sont ultra sécurisés. Lorsque vous êtes pauvre et lorsque vous n'avez rien, il vous reste deux choses, c'est les services publics et l'État, qui sont les seules personnes et les seuls acteurs capables de vous soutenir. Or, ce qu'on voit, c'est qu'on voit de plus en plus une défiance à l'égard de la police, notamment dans les quartiers dits des émeutes, qui sont pourtant partie des quartiers les moins bien dotés socialement. Or, ce sont eux qui vont vous protéger. C'est les policiers qui vont venir vous aider lorsque vous aurez des agressions, lorsque vous aurez des vols, lorsque vous subirez des rackets. Le point essentiel que moi je vois sur la police, c'est posez-vous cette question, comme vous l'avez posée, c'est est-ce que vous accepterez de travailler pour 2 000 euros par mois, alors que à chaque matin, on pouvait faire insulter, il y a une haine anti-policière, il y a des violences anti-policières, et qu'en cas de moindre bavure... C'est dangereux. Et au cas de moindre bavure, votre famille va perdre son logement, vos enfants ne pourront plus aller à l'école, et que élever une vie de famille dans ces conditions est difficile. Il faut quand même rappeler que la plupart des policiers demandent à leurs enfants de dire, ne dis pas que papa ou maman est policier ou policière, parce que sinon tu auras des problèmes à l'école. Et ça, je pense que travailler pour un tel métier de vocation est maintenant dangereux. Allez, oui, vous vouliez rajouter. Je voulais poser une question, mais on peut tout à fait passer allez-y. Oui. La question, c'était pour vous, Jean-Marc Governatori. Est-ce que le problème, c'est pas cette police de proximité qui a été supprimée justement par Nicolas Sarkozy et qui finalement manque beaucoup dans ces quartiers-là, parce que le problème, c'est le lien en fait entre les jeunes et cette police qui du coup est trop éloigné d'eux maintenant. Ah, tout à fait, mais contrairement à ce qu'on pense, les quartiers populaires sont très demandeurs de police. Et effectivement, la police de proximité, c'est capital. Et on s'aperçoit que dans tous les domaines, ce qui est local, c'est très important. Et là, il y a effectivement des localisations de policiers à faire dans ces quartiers-là, dans ces immeubles-là, dans ces zones-là, et c'est capital qu'il n'y ait plus ces zones de l'endroit dans notre pays. Il faudrait la remettre en place. Exactement. Et si je peux me permettre, cette police de proximité, il faut donner une vraie mission. Parce que la vérité, c'est que le rôle de la police, c'est pas de jouer au football avec les jeunes.
C'est pas parce qu'on joue au football avec les jeunes que les jeunes vont nous envahir. Pour preuve, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu que de la détestation. Je crois qu'on a besoin de police de proximité sur le territoire, au service des territoires, mais avec de vraies missions. Pas forcément, en fait, un policier, ça peut pas remplacer un animateur de MCG, quoi. Bien sûr. Bien, le tour de table de William T. maintenant. Vous voulez revenir, William, sur la présence géostratégique de la France en Indo-Pacifique. Évidemment, c'est consécutif à la visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Oui, moi je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Et malheureusement, le monde est en train de se déplacer. On est en train d'assister à une grande mutation mondiale, c'est-à-dire que lorsqu'on avait constitué le G7 en 1975, le centre de l'économie était en Atlantique Nord. Donc avec les pays de l'OTAN et les pays du G7, on regroupait à peu près 65 à 70% de l'économie. Maintenant, 40 à 50% de l'économie mondiale est produite en Indo-Pacifique. C'est-à-dire que le monde est en train de se détourner. Ça se joue plus entre Washington, Paris, Berlin et Bruxelles, mais ça se joue davantage à Pékin, Tokyo et à Singapour. Le point essentiel qui est posé, c'est est-ce qu'on veut disparaître du monde et quelle est notre ambition stratégique? Est-ce que dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis, on va continuer à se faire marcher dessus par les États-Unis et par la Chine, ou est-ce qu'on va décider d'avoir une stratégie indépendante? On a à peu près 3 choix. Le choix des valeurs décidé par les Américains, c'est-à-dire qu'on choisit nos valeurs traditionnelles et notre alliance additionnelle avec les Américains. Le choix économique qui est davantage la Chine parce que c'est l'économie en expansion, ou on a un troisième choix qui serait plus ambitieux, celui de la stratégie, celui de l'indépendance et celui de la puissance, voire même de l'honneur, c'est-à-dire décider de notre propre modèle, développer un modèle français, un modèle européen qui soit équidistant des États-Unis et des Chinois, qui nous oblige ni à être vassal des États-Unis, ni être esclave des produits chinois. Il est réalisable pour vous, donc, celui-là? Je pense qu'avec ce qu'on a montré ces derniers temps, c'est que en politique tout était possible. On pensait que la justice était incapable d'arrêter et de condamner des criminels, et ils l'ont fait habilement et efficacement avec les émeutes. Jean-Marc Governatori, est-ce que finalement cette reprise de contrôle, ça passe pas par cette fameuse réindustrialisation dont on entend beaucoup parler? C'est clair que le mot autonomie est trop oublié par les politiques. Je voulais rebondir par rapport à ce que disait William, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites. Je voudrais préciser qu'il faut vraiment élargir le sens de la France. Moi, je crois beaucoup à l'Union européenne, dans un monde de monstres. Que ces monstres soient des multinationales ou des milliardaires qui maîtrisent l'espace, aujourd'hui, on ne le dit pas assez, que ce soit la Chine ou des grands pays comme ça, il est capital de renforcer l'Union européenne, parce que c'est 450 millions de personnes, c'est peu ou prou la première puissance économique mondiale, donc il est capital qu'il y ait une meilleure relation entre les pays de l'Union européenne et qu'elles parlent ensemble par rapport à les problématiques que relevait William. Madi Saïdi, la question de la Nouvelle-Calédonie aussi va se poser. La France est présente partout sur la planète. À quel degré doit-elle être présente? Parce qu'il y a une volonté d'autonomie pour certains aussi. Absolument, ça c'est une vraie question, parce que de toute manière, moi je fais partie de celles qui... Moi mon parti pris, c'est l'autonomie des peuples. Donc ceux qui veulent rester dans leur coin ont droit à leur autodétermination. Néanmoins, on ne changera pas le monde d'aujourd'hui. C'est aussi les relations internationales. C'est aussi lié des partenariats diplomatiques, économiques et stratégiques. Et à un moment, il va falloir que la France choisisse, évidemment, ces endroits qui sont stratégiques. On parlait tout à l'heure de l'Afrique. Est-ce qu'il faut rester? Comment on reste? On a l'Asie, effectivement. Et je pense qu'il faut aussi repenser la relation que nous avons avec les États-Unis. Tant qu'on sera derrière les États-Unis, et quand je dis derrière, c'est presque vassal des États-Unis, comme ça a été dit, on ne pourra pas en tout cas revenir à cette place puissance de la France, celle qu'on a besoin aujourd'hui, avec une vraie autonomie, comme le président en a parlé lors de son déplacement en Polynésie. Merci pour ce très intéressant tour de table, les vraies voix. Vous, les auditeurs, vous pouvez nous appeler évidemment au 0826 300 pour réagir. Sud Radio, c'est aussi votre radio. Et vous restez avec nous. Le coup de projecteur des vraies voix arrive très bientôt. Je vous rappelle la question. La France doit-elle se désengager de l'Afrique subsaharienne? Vous pouvez voter sur Twitter, évidemment. À tout de suite. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Nous sommes ravis de vous accompagner chaque jour avec Sud Radio. C'est votre radio préférée. C'est la mienne aussi, ça tombe bien, 18h30. 30 piles, c'est l'heure de votre rendez-vous. Le coup de projecteur des vraies voix, toujours avec Jean-Marc Governatori, coprésident d'Écologie au Centre et élu écologiste niçois. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. William Tay, président du think tank Le Millénaire. N'hésitez pas évidemment à donner votre avis. Le standard vous attend. 0826 300. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le coup d'État au Niger a pris la France de court. En réaction, Emmanuel Macron a réuni ce samedi un conseil de défense. Résultat, les aides financières pour ce pays sont suspendues et
condamnation du pouvoir autoproclamé. L'influence de notre pays dans cette région d'Afrique subsaharienne s'amenuise à grands pas. Récemment, la France s'est retirée du Mali sous la pression de la junte de Bamako. 1500 militaires sont actuellement déployés au Niger où les manifestants ont scandé devant l'ambassade de France, je cite, « On veut la Russie ». Au Burkina Faso, au Tchad, partout la France est raillée alors qu'elle investit énormément d'argent. Nous posons donc logiquement cette question. La France doit-elle se désengager de l'Afrique subsaharienne ? Oui, et nous recevons pour en parler Jean-Claude Chikaya, qui est chercheur à l'IPSE en géopolitique, en sociologie, en psychosociologie. Et on sera aussi avec Jean-Joseph Boileau, chercheur à l'IRIS et co-auteur de l'Afrique pour les nuls. Il connaît bien le Niger, évidemment, et le président actuel, Bazoum. Mais on commence avec vous, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Jean-Claude Chikaya. Alors Jean-Claude, je vais vous poser la question basique qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter. La France doit-elle se désengager de l'Afrique subsaharienne selon vous ? Ça serait une décision un petit peu hâtive, même si elle se pose avec une certaine acuité, notamment sur le plan militaire. Si la junte au pouvoir depuis quelques jours, si elle se maintient au pouvoir, étant donné que les 1500 militaires français sont sous le commandement depuis quelques mois, voire donc maintenant un peu plus d'un an, sous le commandement nigérien, donc du pouvoir démocratique qui était là encore il y a quelques jours. Donc je vois mal donc le président Macron maintenir les 1500 militaires sous un commandement d'un pouvoir qui n'est pas reconnu sur le plan national, en parlant de la France. Est-ce qu'ils sont concrètement en danger, oui. Nos 1500 militaires là-bas ? Est-ce qu'il y a risque ? A priori, non, parce que cette rébellion, cette junte n'est pas suffisamment armée. Alors, suffisamment armée, c'est l'armée, et d'ailleurs, les élites. Sauf qu'il faut essayer quand même de circonscrire, même si malheureusement ça a passé le Rubicon pour beaucoup, de dire que le rejet de la France, c'est pas le rejet des Français, mais le rejet de la France politique sur le plan de la France africaine. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais de plusieurs décennies. Donc beaucoup des auditeurs peuvent penser que c'est quelque chose qui est une éruption qui viendrait comme ça avec un élan xénophobe d'1,2 milliard de tous les Africains ou des 25 millions de Nigériens. Tous les Nigériens n'étaient pas devant l'ambassade de France, même s'il y en avait des milliers. Il y avait une part de provocation. Oui, il y une vraie violence en plus. Hein. Une vraie violence. Et pour certains, il y avait malheureusement des élans xénophobes, et ce que j'ai du mal à comprendre, même si l'analyse démontre que malheureusement certains ont pris l'option intellectuelle et politique de vouloir entre guillemets une autre tutelle, même si le côté moderne des temps que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin de toutes les tutelles, donc de la France-Afrique, de revoir tous les rapports entre la France et l'Afrique, ce symbole, mais d'aller de crier donc à bas l'impérialisme et se mettre sous la tutelle d'un impérialiste comme Poutine, et en plus d'applaudir des mercenaires qui se payent sur la dette, si je puis dire, sur le plan des trésors, du trésor public, des mercenaires sanguinaires et les rois de la prédation. Donc là, on est dans un moment paroxystique, surtout que celui qui a pris le pouvoir et qui présidait la garde présidentielle, a un bilan mêlé et associé dans le combat contre le djihadisme. Contre le djihadisme, qui est la finalité. Voilà, il ne peut pas accuser la France ou son propre président comme seul responsable des insuffisances ou voire des victoires. Donc c'est vraiment une mission mêlée et associée. Donc là, il y a d'ailleurs dans les griefs qui sont adressés au président Bazoum par son chef de camp, mais Abdourahmane Tchiani, donc qui s'est autoproclamé au pouvoir. Qui était là d'ailleurs avec le président
qui était là juste avant lui, mais le Niger n'est pas son premier coup d'État. Il y en a eu un après les crises politiques en 87, en 99, en 2010. Donc on voit bien malheureusement que le Niger n'a pas retrouvé sa stabilité. Monsieur Bazoum avait déjà connu dans son élection contrasté d'ailleurs, comme celui qui succède Monsieur Issoufou. Donc évidemment, Jean-Claude Chikaya, effectivement. Juste pour dire qu'il avait quelques résultats, et je trouve que le bilan qu'on lui adresse de manière trop acerbe et rapide, il est au pouvoir que depuis 2 ans. Merci Jean-Claude Chikaya, merci pour cet éclairage sur le Niger. On va maintenant rentrer, on vous libère, on va maintenant rentrer sur notre question. Donc plus généralement, il n'y a pas que le Niger, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso. Nous allons en parler avec Jean-Joseph Boileau, chercheur à l'IRIS. Mais avant, un tour de table de nos vraies voix, Judith. Bien sûr, Jean-Marc Governatori, sur cette fin des tutelles que vient d'évoquer Jean-Claude Chikaya et la fin de ce France-Afrique, justement, avec la mise sous tutelle, bizarrement, c'est-à-dire qu'ils refusent une tutelle et ils se mettent sous tutelle d'un impérialisme bien plus qui est complètement lâché, qui n'a pas forcément de contraintes comme nous on peut en connaître en Europe. Ça n'a pas vraiment de sens finalement ce positionnement du peuple au Niger. J'ai eu l'honneur de faire une conférence à l'ONU à Genève le 27 mars 2023. J'expliquais donc le fait qu'on avait en fait 200 000 années d'humanisation. Selon les paléontologues, l'Homo sapiens c'est 200 000 ans. Et en fait, on est encore largement inachevé. Et il y a des sujets en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, où vous n'avez que des moins mauvaises solutions à choisir. Et là, on est face à une moins mauvaise solution. Donc, à partir du moment où, quelque part, un État est souverain, donc, si malheureusement cette junte a pris le pouvoir de façon illégale, et si le peuple veut qu'on reste, il faudrait qu'on reste. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 800 civils et 1500 militaires, quel serait leur prix à payer. Donc, c'est une question où il n'y a que des mauvaises réponses. Madi Saïdi, c'est le peuple qui doit décider ? Oui, moi, je reste convaincu qu'il appartient au peuple de choisir, quand bien même il fait des mauvais choix, et Dieu sait que ça peut arriver, mais je crois que le peuple reste souverain sur ce qu'il souhaite. En revanche, ce qui est important de souligner, c'est le recul qu'a la France depuis quelques années. Et plus encore là, ces 7-10 dernières années. Alors le sentiment anti-français a toujours un petit peu existé, vestige de la colonisation ou pas, mais en Afrique de l'Ouest, c'était toujours quand même des rapports cordiaux avec la France qu'on regardait comme l'ancien colon, néanmoins qu'on aime bien, avec lequel on a de bonnes relations. Mais il faut dire que ces 7-10 dernières années, il y a un vrai sentiment anti-français. Au Mali, mais pas que. Je parle du Sénégal que je connais mieux. C'est à cause de la Russie ? Comment ça se fait ? Non, pas forcément de la Russie. Je pense que c'est le rapport que nous, Français, nous avons entretenu avec l'immigration, mais aussi ce que j'entends souvent au Sénégal, c'est le côté condescendant qu'on a à leur égard. C'est comment on joue les coudes économiquement. Il y a quelques années, il y a eu un développement, notamment au Sénégal, de certains mouvements. Il y avait En a marre, il y a eu Frappe, il y a eu France Dégage. Et petit à petit, ça a monté. Et il y a aussi une connivence que les locaux dénonce, une connivence de la France avec le pouvoir local et souvent avec les dictatures locales qui font qu'il y a un certain rejet. Alors peut-être un premier éclairage avec Jean-Joseph Boileau. Merci Jean-Joseph Boileau d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS par rapport justement à ce que dit Madi Saïdi. Où en est finalement cette cote d'amour, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, entre la France et ce qu'on a appelé ses alliés, ses partenaires africains? Alors, il faut distinguer la France, les Français et les régimes politiques. Absolument. Pour bien connaître Niamey, puisque mon co-auteur est là-bas, j'y passe régulièrement, je connais Bazoum personnellement. En Afrique, on adore la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ses valeurs universelles. Vous voyez, bon. Et par contre, ce qu'on montre là-bas, en général, c'est qu'il y a précisément 2 France. Il y a une sorte de figure de Janus. La France qui les soumet depuis 1890. La France qui entretient, vous l'avez bien dit, madame, c'est tout à fait exact, des relations incestueuses avec les autorités, et notamment qui invite ses enfants à aller à l'école française, dans les grands lycées parisiens. Il n'y a pas un leader de ces régimes dont les enfants ne sont pas installés à Paris. D'accord ? Cette France-là, ils la haïssent. Troisièmement, la question russe ne se pose pas. Ce n'est pas une question de coup d'État pro-russe, etc., mais simplement d'une
tradition, dans la géopolitique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, ce qui est en train de se passer dans ces pays, c'est que pour s'affranchir de la tutelle néocoloniale française, si je peux me permettre, la France a quand même organisé 45 coups d'État dans les anciennes colonies, ça fait beaucoup. En général, les militaires qui sont arrivés au pouvoir sont allés se former à Moscou. Et donc, beaucoup de militaires, effectivement, parlent le russe. Et donc, pour eux, si vous voulez, la question russe ne se pose pas en termes de Poutine, pas Poutine, c'est qu'est-ce qui peut, moi, me donner une relative marge de manœuvre avec la France. Dernière chose, la France, c'est pesant quand vous êtes à Niamey, mais surtout aux alentours de Niamey, c'est extrêmement pesant. Il n'y a pas une épicerie, par exemple, en libre-service, où vous n'avez pas des tas de produits français. Il n'y a pas un produit local. Vous avez la vache qui rit, le porc ceci. La France a imposé, vous voyez, une drôle de situation où, en échange la protection des régimes qu'elle aidait à mettre en place, eh bien, elle avait des relations économiques totalement absurdes qui tuaient l'agriculture locale. Vous vous rendez compte, nous achetions avec la famille de mon co-auteur des poulets de Bresse, alors que à 20 km de Niamey, vous avez des fermes qui produisent des poulets. Simplement, c'est des poulets peut-être un peu plus durs. Et puis, c'est des poulets qui sont plus chers parce que les poulets français sont subventionnés par l'Union européenne et vous achetez un poulet 1 euro pièce. Donc c'est assez compliqué et il faut apaiser les choses. Il faut les apaiser. Et on ne va pas s'en sortir si on rentre dans une logique de confrontation. Les apaiser, c'est exactement ce qu'a dit... On y revient, Jean-Joseph Boilon. On fait le tour et on revient vers vous. Oui, justement. Alors William Tell, quand on écoute Jean-Luc qui nous dit que finalement Jean-Joseph, pardon, que l'association avec les Russes en Afrique en ce moment, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis, que finalement c'est une marge de valeur pour peser dans la balance. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des actes déterminés? Il y a une incertitude sur la question du Niger. À l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'on retombe sur une situation de guerre froide. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pouvoir et que vous avez des sanctions éventuelles de la part d'un camp, vous vous tournez vers l'autre camp afin de bénéficier d'un soutien politique et surtout financier. L'enjeu pour les putschistes au Niger, c'est de sécuriser la situation. Ils ne sont pas actuellement maîtres du pays. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du soutien des élites locales, ils ont besoin de maintenir l'ordre sur le plan militaire et sur le plan civil, et donc ils ont besoin de ressources pour pouvoir maintenir l'ordre. Or, s'ils ont des sanctions occidentales, notamment que la France coupe son aide au développement, que l'Union européenne le fait également. Oui, et que Joseph Borrell a annoncé. Exactement. Il faut savoir que ça s'élève à 183 millions d'euros, plus l'assistance technique, 37 millions d'euros, rien que de l'Union européenne pour le Niger. Exactement. Donc il y a forcément quelqu'un qui doit combler ces ressources. Il n'y a que 2 pays capables de le faire, soit c'est la Russie, soit c'est la Chine. Donc je pense que c'est pas une question idéologique. Pays qui sont déjà présents là-bas. Qui sont déjà présents là-bas. Donc c'est une question d'opportunisme pur. La question essentielle, c'est quelle stratégie nous on veut mener? Est-ce qu'on se dit que c'est rentable et que d'un point de vue valeur, d'un point de vue économie, d'un point de vue stratégique de maintenir notre présence là-bas? Moi, je pense que ça l'est pour ces 3 raisons. D'un point de vue stratégique, on sait qu'à long terme, les États-Unis vont se retirer de la zone. Ils ont fait ce qu'on appelle le pivot américain, donc ils vont se concentrer sur l'Indo-Pacifique et la Chine. C'est-à-dire qui est le seul pays qui vont concurrencer la France en Afrique? Ça va être soit la France, soit les Russes. Avec ce qui se passe en Russie dernièrement et notamment l'invasion de l'Europe de l'Est et donc du coup de l'Ukraine, je suis pas sûr qu'on veuille que l'Afrique devienne sous le giron russe. Quand vous dites la France, il y a aussi l'Union européenne quand même. Oui, mais pour l'instant il y a que nous. Par exemple, il y a des militaires allemands au Niger. Oui, mais c'est nous qui prenons tous les risques pour l'instant, malheureusement. D'un point de vue économique, on a besoin d'un partenariat avec l'Afrique, notamment en termes de matières premières, de gaz, etc., pour ne pas être dépendant des pays du Golfe et de l'Europe de l'Est. Et de la Russie. Et de la Russie, tout à fait. Et d'un point de vue des valeurs, est-ce que vous voulez que d'un point de vue développement, il se tourne toujours vers la francophonie et vers notre idéal qui est porté depuis la Révolution française, qui a une vocation universelle, ou est-ce que vous voulez que ces pays se tournent davantage vers la Russie et la Chine, qui n'ont pas forcément des tendances démocratiques, alors que le premier sujet que nous avons abordé, c'est la démocratie en Afrique? Jean-Joseph Boilot, peut-être réaction à ce que vient de dire William Tell? Est-ce que ça pèse dans la balance les droits de l'homme? Excusez-moi, mais j'aime beaucoup Sud Radio pour cette raison-là, donc on va dialoguer. C'est vous avez raison. Ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il vient de décrire, notre interlocuteur? William Tell. Il vient de décrire les trois mauvaises raisons pour lesquelles les Nigériens, et notamment la jeunesse nigérienne, ne veulent plus entendre parler de l'armée française. C'est-à-dire, ils ne sont pas idiots, ces gens-là. Ils se rendent compte qu'effectivement, nous jouons un jeu stratégique, mais pas pour les aider eux.
pour les intérêts français et occidentaux. Deuxièmement, sur le plan économique, le Niger, c'est un scandale géologique. C'est un des pays les plus riches de la planète. De l'or, bien sûr l'uranium, etc. Et quand vous êtes au Niger, qu'est-ce que vous allez voir dans les villages? Des gens qui n'ont pas un centime de récupération de ces richesses. Et troisièmement, sur les valeurs, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une admiration pour ces valeurs françaises, mais toute la politique française, et notamment avec De Gaulle, bien sûr, on le sait, mais ça s'est ensuite reproduit avec Mitterrand, etc. C'est en permanence du Richelieu, c'est-à-dire les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc nous avons joué en permanence un camp contre un autre. Mais surtout, quand je dis un camp, c'est pas des camps politiques. Le Niger est une construction totalement artificielle. 1 200 000 mètres carrés, d'accord, 2 fois la France, avec à l'indépendance quelques millions d'habitants, mais surtout des tribus, des ethnies, des Haoussa, etc. Et nous avons joué en permanence à diviser pour mieux régner, ce que les Britanniques ont fait en Inde, on le sait bien, ce qui a produit cette haine de la Grande-Bretagne. Donc non, les 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut absolument que la France reste dans cette région, d'accord? Et j'ai pas dit l'armée française. Oui, je dis la France, la coopération économique, notamment. 3 domaines clés. Premièrement, il faut que ces pays, et ils le recherchent depuis l'indépendance, développent leur propre économie de façon endogène. Et donc, il y a des centaines de projets. Mais l'aide que vous appelez du développement, l'aide au développement de l'Agence française de développement, ne consiste pas du tout à permettre à ces pays d'apprendre à pêcher par eux-mêmes, à produire leur propre énergie. Deuxièmement, elle doit rester effectivement pour les partages sur les valeurs. Mais attendez, les valeurs, c'est pas si simple. Quel est le bon système politique qui permette à un pays comme le Niger, aussi divers dans ses tribus, dans ses langues, etc. Ce n'est certainement pas le système politique français. Donc la France doit rester pour être à l'écoute, parce que c'est un mal profond dans l'ensemble de l'Afrique. Les frontières qu'elle a laissées en héritage colonial ne sont pas politiquement viables. Et le troisième point, Jean-Joseph, ouais. Bien sûr. Le troisième point, c'est que la France doit rester attentive à la demande de partenariat des autorités locales et non pas imposer son partenariat. Ce que vous avez dit sur l'Allemagne est très intéressant. Mes amis allemands détestent la France. Enfin, il faut le dire quand même. Mon co-auteur travaille aujourd'hui à Berlin pour conseiller le gouvernement allemand. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement allemand pense que la France n'est intéressée que par son précaré. Elle ne veut pas en réalité donner à l'Allemagne. C'est un peu le cas de chacun, les Allemands aussi. Bon, a priori, on s'aime bien quand même. Bon, alors effectivement, merci pour ces 3 points. Réaction. Allez, 0826 300 300, le standard vous attend avec Zach, évidemment, le standard de Sud Radio, toujours au rendez-vous. Et Renaud, vous êtes toujours là avec nous aussi. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça vous invoque, qu'est-ce que ça vous évoque plutôt, tout ce que vous venez d'entendre? Il y a pas mal d'infos qu'on a eues là, Renaud. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème là-bas et que la France doit rester, oui, évidemment, mais il faut qu'on redessine les règles du jeu et qu'on parle aujourd'hui d'une vraie coopération et qui est une véritable souveraineté pour ces pays d'Afrique de l'Ouest. Un échange constructif, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la France. La CEDEAO aussi menace de faire des sanctions. Donc, on voit bien que les choses sont en train de bouger. Je pense qu'effectivement, ils sont en train de se tromper en s'alliant à Wagner. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, je pense que l'erreur qu'ils font, c'est qu'en s'alliant à Wagner, en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils reprochent à la France, c'est ce qui va leur arriver en s'alliant à Wagner. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais oui, effectivement, il faut qu'on redessine toutes les règles du jeu. Il faut qu'on remette ça de manière carrée. Et il y a quand même une chose, c'est que ces pays d'Afrique de l'Ouest réclament depuis un moment l'arrêt du CFA. Déjà, le franc, en fait, la monnaie. Voilà. Oui, commençons déjà par ça, et ensuite voyons avec eux ce qu'il est possible de faire et de les voir comme des partenaires. Merci, je dis bien des partenaires, pas colonisateurs. Oui, des partenaires Mathis économiques. Saïdi, on va vous donner le mot de la fin. Allez-y.
Je pense qu'il faut réinventer la relation Afrique-France, en prenant en compte que l'Afrique a changé. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est pas celle de nos parents. On a beaucoup d'intellectuels, on a des gens qui ont voyagé, qui ont une vision de ce que doit être une relation avec l'Afrique et l'Occident. Ça doit être un partenariat, donnant-donnant, gagnant-gagnant évidemment, parce qu'on a tous des intérêts. Et je pense que dès lors on aura cette maturité d'esprit de part et d'autre, on pourra peut-être aspirer à une nouvelle relation entre l'Afrique, la France, voire l'Afrique et l'Europe, et voire même l'ensemble de l'Occident. Merci Madi. Allez, je fais un petit point sondage pour nos auditeurs. La question qu'on vous posait sur Twitter, la France doit-elle se désengager de l'Afrique subsaharienne? Vous nous avez répondu oui à 88%, c'est assez clair. Et merci à Jean-Joseph Boileau, chercheur à l'IRIS et co-auteur de L'Afrique pour les nuls, un spécialiste du Niger. Vous avez pu le constater. Merci beaucoup pour votre éclairage. Jean-Marc Governatori, Madi Seydi et William T, vous restez avec nous. On a les 5 minutes de bonheur spécial Tour de France féminin qui s'est terminé, qui arrive. Et préparez vos questions. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Frédéric Brindel, je vais lire vos mots pour vous faire très très plaisir, puisque 5 minutes de bonheur, c'est du bonheur. Les auditeurs de Sud Radio vont croire que je vous écris des mots. Non, ce sont les textes qu'on s'écrit, c'est rien à voir. Alors, votre rendez-vous de 18h50, chers auditeurs, ce n'est que du bonheur. Oui. Et on évoque que les actualités heureuses, qui nous font du bien, qui font plaisir, qui nous sortent d'une actualité bien terne. Oui, ça j'avais écrit terne. Allez, ce soir, place au Tour de France cycliste féminin. C'est subjectif la comédie, Murray. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. C'est décidé, je vais devenir pro. Et je crois avoir trouvé, alors qu'il est le secret de mon bonheur, une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, puis le repos, la nature, les livres, la musique. On est bien. 8 étapes indécises, un podium de championne confirmé, des bonnes audiences TV. Le Tour de France cycliste féminin s'est achevé hier sur la victoire de la néerlandaise Demi Vollering devant sa coéquipière belge Lotte Kopecky. Dans un instant, William Tay, Jean-Marc Governatori, Madi Seydi, les 3 vraies voix vont poser des questions à notre invité Paul Brousse, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme féminin. Bonsoir Paul. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, est-ce que ce fut un beau Tour de France féminin? On vient de le dire, il y a eu du suspense. Oui, ça a été un beau Tour de France féminin. C'est sûr que l'an passé, je pense, c'était la découverte pour pas mal de gens qui connaissaient pas forcément le vélo féminin. Donc quand le Tour a démarré cette année, on pouvait se poser la question, est-ce que ça va continuer comme l'a passé, est-ce qu'il y aura un même engouement ou pas? Et puis en fait, on a vu que à la fois les spectateurs, les téléspectateurs étaient au rendez-vous, et on a vécu aussi un beau Tour de France avec des images dantesques samedi en haut du Tourmalet. Je pense que c'était beau. Tous les ingrédients étaient réunis. Oui. Bon, Juliette Labousse, première française, 5e. Joie, déception, logique? Je vois, parce qu'il me semble que quand nous nous sommes parlé il y a une semaine pile, Juliette elle avait raté son entame de Tour de France avec quasiment 45 secondes de perdu sur ses concurrentes directes, et puis elle a réussi à redresser la barre tout au long de la semaine, rattraper le temps perdu, puis elle vient finir à une très jolie 5e place. Elle confirme ses beaux résultats sur les grands tours. 7e du Tour d'Espagne cette année, 2e du Tour d'Italie et 5e du Tour de France. Oui. Donc, voilà, c'est joli. Bon, alors avant de vous laisser avec nos vraies voix qui ont des questions à vous poser, les championnats du monde se déroulent ce week-end à Glasgow. Vous avez donné votre sélection, les Françaises ont des chances? Oui, alors j'ai donné ma sélection hier, et puis alors pour les filles, ça sera un peu plus tard. Donc là, c'est les garçons qui vont débuter. Oui, c'est ce week-end pour les garçons. Hein. Ouais. Voilà, ce week-end pour les garçons. Et puis nous, on va attaquer avec les filles dès mardi prochain avec le contre-la-montre par équipe mixte. Alors là, c'est une nouvelle épreuve qui arrive depuis 4 ou 5 ans, avec 3 garçons qui partent sur un chrono par équipe, qui passent au relais à 3 filles. Le chrono ne s'arrête pas. Et puis, on prend le temps à l'arrivée. Donc c'est une discipline qui est encore un peu méconnue, mais qui est vraiment très sympa. En tout cas, nous, elle nous anime beaucoup au sein de la fédération. Oui. Ensuite, les chronos individuels qui seront le 10 août, le jeudi. Et puis la course en ligne le dimanche d'après, donc le 13 août, avec 7 filles au départ. C'est sûr que sur le papier, on n'est pas les favoris. Voilà, on a vu là les Belges notamment avec Kopecky, les Hollandaises bien sûr, les Italiennes. On sera plus dans un profil d'outsider, mais en tout cas, il faudra courir très intelligemment et pourquoi pas tirer les marrons du feu. Oui. Jean-Marc Governatori, une petite question pour Paul Brousse.
Remarquez d'abord que c'est formidable de regarder en ce moment le championnat du monde de football féminin et en même temps que le Tour de France féminin, c'est fabuleux quoi. Et puis c'est vraiment du haut niveau. J'ai vu le Tour Malais, c'est très, très sympa. Est-ce que notre interlocuteur pense que Juliette Labousse puisse un jour gagner le Tour de France? Allez-y Paul. Oui, franchement, bien sûr qu'on peut penser que Juliette puisse gagner un jour le Tour de France. Voilà, on voit que devant il y a Annemiek van Vleuten, qui n'a pas remporté le Tour cette année, mais qui a eu la main mise sur le peloton international féminin depuis de nombreuses années, qui va partir à la retraite. Juliette aussi, en même temps, elle est en progression tous les ans. Et c'est vrai que moi, ça fait maintenant 6 ans que je la côtoie et petit cran tous les ans, puis elle se rapproche des meilleurs. Deuxième du Tour d'Italie, voilà, c'est encore une marche de franchise. Ça a été la seule à poursuivre Van Vleuten quand elle était au top de sa forme là, au début du mois de juillet. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas s'interdire de penser qu'un jour elle puisse remporter ce Tour de France. Et vous, Madi Saïdi, vous avez une question pour notre spécialiste. Oui, alors on sort d'un beau rendez-vous, très riche émotionnellement, joli rendez-vous populaire aussi, et ça fait vraiment plaisir de voir que le Tour de France féminin soit suivi. Est-ce que vous pensez que pour les échéances à venir, et je pense là à la compétition mondiale, est-ce que vous pensez que des Françaises pourraient vraiment sortir leur épingle du jeu ? Oui, en tout cas, on espère. On a parlé de Juliette en française, mais il ne faut pas oublier le maillot blanc, Cédrine Carbaol, qui a terminé meilleure jeune de ce Tour de France, des moins de 23 ans. Voilà, il y a un classement comme sur le Tour masculin avec un maillot blanc là pour les plus jeunes. Et Cédrine a remporté ce maillot en terminant à la 12e place du classement général. Et je vais rebondir là-dessus parce que, pareil, sur le championnat du monde, on a un classement espoir. Et Cédrine, elle fait partie des meilleures rouleuses de sa catégorie, les moins de 23 ans. Donc voilà, clairement, on va y aller pour le titre espoir chez les filles. Et puis après, chez les élites, voilà, Juliette, on va être objectif sur le chrono individuel, elle est encore un peu en dessous les Rosseur, les Vollering, les Brown. Donc voilà, la médaille, ce serait vraiment un gros truc. Et puis après, sur la course en ligne, comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas favoris, mais en tout cas, avec un collectif soudé et puis un circuit qui est très particulier, si on arrive à... Des espoirs, en tout cas. Voilà. Ouais, il y a des espoirs, voilà. Super. William Tay, vous espérez, vous aussi? Oui, j'espère aussi. Moi, la question que je vous pose, c'est quels seraient les objectifs qu'on doit se fixer pour le cyclisme féminin dans la décennie à venir? Voilà. De devenir une des meilleures nations au monde, on s'en rapproche. C'est possible? Vous avez le budget? Ça, c'est important. Moi, le budget pas trop, mais on voit que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que à la fois les instances internationales et puis la médiatisation, tout va dans le bon sens pour que les filles puissent vivre de leur métier à 100%. Et donc forcément, voilà, on a déjà vu un Tour de France cette année qui s'est couru à une vitesse plus rapide. Alors pour moi, il était plus dur. Voilà. Et puis concernant les Françaises, il y a de plus en plus d'équipes structurées qui arrivent. De voir le Tour de France, je pense que ça va donner envie à beaucoup de jeunes filles de se mettre au vélo. Et donc voilà, quand on a aussi le bas de la pyramide, c'est ça. C'est ça, il faut créer des vocations. Bon, merci beaucoup Paul Brousse et allez l'équipe de France pour les championnats du monde. Vous êtes sélectionneur, Paul Brousse, de l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci chère vraie voix d'avoir participé à cette émission du lundi. On est toujours bien avec vous. Je rappelle que vous étiez, vous les auditeurs de Sud Radio, avec Jean-Marc Governatori, co-président d'Écologie au Centre et élu écologie niçois. Madi Saïdi, comme la salade. Conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Et puis William Tay, président du think tank Le Millénaire. C'est un plaisir, ces trois vraies voix, s'écoutent, pertinent, tout ça, top. Top. Vraiment, Et vous qui nous écoutez, vous qui aimez Sud Radio, vous restez avec nous parce que le lundi, on parle de l'art de bien vivre. Donc on se fait plaisir et là, on fait une spéciale Made in France avec des grands spécialistes. On va plonger dans le cœur du Made in France. Et on fonce, il est déjà 19h, on fonce.